larmes aux yeux, mais je les avais déjà au début en fait. J'avais beaucoup d'émotions et c'était la concrétisation d'un projet que j'avais lancé en fait un an avant. Je crois que c'était 17 avril 2017. Non, oui, peut-être 2017 d'ailleurs, peut-être 2 ans avant même. 2 ans avant, j'avais réfléchi à cette histoire-là et qu'aurait dû se faire un peu différemment. Ça n'aurait pas dû être le marathon de Paris, le premier marathon. C'est sûr que pour les gens, ça les impressionne, quoi. Quand tu dis, ouais, tu faisais quoi, 107? Ouais, non, c'est pas vrai. Bah, si. Je courais pas. Ah bon? Je faisais pas de vélo. Bah ouais, ouais. Non, et donc, je crois que paradoxalement, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que je me suis remis à courir. Oui. En fait, quand je me suis mis, donc je t'ai raconté que l'histoire là, sur la plage, mon iPod, courir et que j'en peux plus. Donc après, je perds du poids, je commence à aller au sport, le HIIT, le fitboxing et tout. Et il y avait le coach était moi je me mettais toujours au premier rang, quoi, en disant tant qu'à s'inscrire, autant y aller à fond. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aider à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. Ça fait un peu plus d'un an que je suis le compte Instagram de Bertrand. Au début, par pure curiosité et un peu de loin. Avec le temps, j'ai vu apparaître sur mon fil de plus en plus de contenu. Je sais pas si c'est l'algorithme, mais en tout cas, son histoire, elle m'a bien parlé. Concrètement, de loin toujours, il représente ce que j'ai pas encore réussi à faire. Trouver mon équilibre parmi toutes les choses que je veux faire dans ma vie, et il y en a vraiment beaucoup. Ce qui est sûr, c'est qu'il aime en faire les choses. Enseignant, créateur de podcasts, de vidéos, coach sportif, et j'en passe. J'ai commencé un site web sans avoir de connaissances il y a 2 ans, et même si je m'y connais nettement mieux à présent, force à se constater que c'est toujours pas ça. Or lui, il a un site web, il a un podcast, il a une chaîne YouTube. En fait, non, il n'a pas un podcast, il a plusieurs podcasts. On ressent aussi en lui, quand on discute, un besoin constant de transmettre ses connaissances. Bertrand, il a découvert le sport sur le tard, après avoir suivi un rééquilibrage alimentaire. Tout aurait commencé à l'approche de la quarantaine, et maintenant, il a 46 ans, et il s'apprête encore à relever de nouveaux défis. Quand j'ai pris contact avec lui pour savoir comment il s'était pris, et surtout s'il était d'accord de le partager dans mon podcast, il a tout de suite accepté ma demande sans me connaître. Sans disant sur la générosité du hamster. Je vous laisse entre de bonnes mains, et je vous propose de transmettre les commandes à Bertrand. Bonne écoute. Je vais commencer par bon anniversaire avec un jour de 4 ans de marathon. Ouais, merci. J'ai vu ta photo sur Instagram hier, c'était vraiment cool. Et puis, je te proposerais, si tu es d'accord, du coup, plutôt que de commencer par le début, de partir, de raconter ce qui s'est passé ces 4 dernières années, en fait. Comment ta vie elle a changé ces 4 dernières années. Et puis ensuite, on repartira sur comment ça a commencé. Ça te va? Ouais, ça marche. Génial. Donc, on est le 14 avril 2019, tu es finisher sur le marathon de Paris pour la première fois. Comment est-ce que tu te sens? Au moment de finir, ému. J'ai les larmes aux yeux, mais je les avais déjà au début en fait. J'avais beaucoup d'émotions et c'était la concrétisation
d'un projet que j'avais lancé en fait un an avant. Je crois que c'était 17 avril 2017. Non, oui, peut-être 2017 d'ailleurs, peut-être 2 ans avant même. 2 ans avant, j'avais réfléchi à cette histoire-là et qu'aurait dû se faire un peu différemment. Ça aurait pas dû être le marathon de Paris, le premier marathon, mais finalement c'était bien que ce soit le marathon de Paris. Voilà, c'était donc j'étais content que ça se termine cette histoire-là, mais je savais pas en fait ce qui allait se passer derrière. Et d'ailleurs, je l'ai même pas prévu, j'ai pas réfléchi. Enfin, voilà, j'ai fait un gros blues derrière, hein, donc. J'ai failli arrêter de courir, enfin arrêter. Pendant 3 semaines, un mois, 2 mois, j'ai pas couru parce que j'avais pas prévu ce qui allait se passer derrière. Et c'est un truc que je sais maintenant avec l'expérience, mais à l'époque, pour moi, c'était l'aboutissement. Le marathon a été l'aboutissement. J'avais terminé mon projet en fait, et mon grand projet était terminé en fait. Tu te rendais pas compte que c'était la porte ouverte sur la suite en fait. Effectivement, ta vie, je dirais, elle a été bouleversée à ce moment-là. Enfin, bouleversée. Ta perception du sport a été bouleversée à ce moment-là. Et c'est intéressant que tu parles de ce fameux blues parce que une fois qu'on a un grand objectif comme ça, on le pense pendant des années. C'est vrai que quand tu arrives au bout, si t'as pas prévu la suite, c'est quand même assez délicat. Et du coup, comment est-ce que tu t'en es ressorti? Tu t'es patouillé pour ressortir la tête de l'eau? Alors, pour tout te dire, en fait, j'avais le podcast Kimote 42, qui était dans lequel j'avais raconté un petit peu toute l'aventure. Et donc j'étais sur une mise à jour toutes les semaines. Donc au début, j'étais dans l'analyse de mon blues. Pourquoi j'ai pas envie de courir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire et tout. Puis derrière, j'ai commencé à chercher un peu à me dire, faut que je mette des objectifs. Alors après, c'est que plus tard, en fait, quand j'étais certifié en préparation mentale, que je me suis rendu compte en fait que il fallait définir des objectifs court terme, moyen terme et long terme, et que quand le marathon devient un objectif court terme, on doit déjà savoir ce qui va se passer derrière en fait. Alors ça veut pas dire qu'on se prépare directement, qu'on fait pas de pause ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que en fait il faut imaginer ce que j'ai dit l'autre jour dans un mail en fait un petit peu aux gens, un petit peu l'histoire. Si tu vis une histoire dont tu es le héros, et que tu écris le film en fait de ton histoire dont tu es le héros, il y a un moment donné en fait en tant que scénariste, il faut que tu te dises mon héros là il a fini le truc, et c'est pas le happy end en fait. On construit pas en fait une histoire qui a un épisode, on construit une vie en fait. Et donc maintenant pour donner un truc de comparaison, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le marathon, mais le marathon déjà j'étais persuadé que je le finirais jamais. J'étais pas capable de le faire et tout, mais ça c'est ma grande constante, parce que quand j'ai commencé à courir, je me suis inscrit à ma première course, je me suis inscrit à une course de 13 km et j'étais persuadé que je la ne finirais jamais. Je suis allé chercher mon dossard, j'ai dit à l'ordinateur, c'était passé à côté de la maison, je dis écoutez, le tracé passe devant la maison, je pense que je finirai pas la course parce que je me sens pas capable de la finir, donc je donnerai le dossard à un bénévole et je rentrerai à la maison, et puis je viendrai chercher la voiture plus tard. Le gars il m'a dit mais si vous allez la finir, etc. et tout. Et en fait moi mes débuts de course ont été beaucoup marqués par cette impression en fait déjà de pas savoir ce que je faisais, de me sentir lent, de me sentir incapable, d'avoir peur, et tout ça en fait a beaucoup changé parce que je l'analyse beaucoup. J'ai fait de la préparation mentale pour moi, pour les gens que j'accompagne maintenant en préparation mentale. Et on travaille aussi sur cette histoire de dire en fait il y a beaucoup de gens qui disent on fait un marathon, on fait une entreprise, c'est un projet one shot, etc., puis qui se projettent pas sur ce qui va se passer derrière. Et en fait ça marche que si tu construis une histoire, à la limite une série en 12 épisodes ou quoi que ce soit, tu vois. Mais si tu commences à construire ta vie, si tu réfléchis à ta vie, tu es obligé de te demander si finalement ce qui s'est passé pendant, ce qui t'amène à courir le marathon, c'est-à-dire le fait d'être bien quand tu cours, le fait de te sentir bien, le fait de trouver une équipe de vie, si ça c'est un truc qui est important et qui est vraiment entré dans ton quotidien, l'objectif après le marathon c'est pas d'arrêter. Donc ou après n'importe quelle course, je veux dire que ça marche pour un trail, mais ça marche pour quelqu'un qui fait son premier 5 km, son 10 km, qui ferait une course de vélo ou qui ferait n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu as trouvé ton équilibre dans ta pratique sportive, c'est pas parce que tu as fini ton défi que tu dois arrêter. Et c'est un peu comme le comparatif que je fais avec ma perte de poids.
C'est un peu comme si quand j'ai fini de perdre tout mon poids, je reprenais mon alimentation de comme il y avait 5 ans. D'avant, ouais. Ce serait ridicule en fait. Ça serait ridicule. Et je pense que le sport, la course, ou le vélo, ou tout ce que tu veux comme sport, c'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé un équilibre dans finalement ta pratique, l'idée c'est de se dire, une fois que j'ai fini mon défi, comment je continue à pratiquer et comment je garde mon équilibre. Donc à partir de ce moment-là, la réflexion c'est plutôt de se dire, j'ai un objectif à court terme. Donc court terme, on va dire c'est 6 mois, 3 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Un moyen terme, on va dire 1 an et demi, puis après, voire 2 ans, et puis après, du long terme, c'est au-dessus de 2 ans. Et donc, par exemple, maintenant, là, je prépare des courses de vélo, j'ai l'objectif court terme, dans 1 mois, j'ai l'objectif moyen terme, qui sera début septembre, et puis j'ai l'objectif, j'en ai placé un autre qui est déjà peut-être un autre marathon, et puis j'ai déjà l'objectif, en fait, après, qui serait de dire, tiens, je voudrais bien faire un Ironman, ou au moins faire essayer le triathlon, voir pourquoi faire un Ironman, etc. Et la question qui se pose pour moi, c'est de me dire, mais comment je vais fêter mes 50 ans? Et mes 50 ans, ça paraît loin comme ça, parce que je me sens pas arrivé à 50 ans, sauf que 50 ans, c'est en 2026. Et donc, quand je regarde mon calendrier, je me dis, c'est pas si loin que ça. Alors, je me dis, 2024, il y a le marathon pour tous, les Jeux Olympiques de Paris, si tu qualifies, etc. C'est l'objectif 2024. 2025, je sais pas. Mais en fait, entre 2025 et 2026, je me dis, c'est là où il faut placer soit un Ironman, soit une course type une grande course. Alors, est-ce que ça sera un UTMB? Je suis pas tenté par l'UTMB. La Diagonale des Fous, un marathon de New York, un Boston. Des fois, je me dis, est-ce que je serais capable de me qualifier au marathon de Boston par le temps? Ce qui paraît totalement incongru, dit comme ça, vu ma vitesse. Mais pourquoi pas? Tu vois, en disant vieillissant, peut-être que je peux rentrer dans certains créneaux, peut-être que je peux pourquoi pas, puis je peux accélérer aussi, je peux m'entraîner différemment. Et donc la projection en fait elle est là en fait. Alors elle n'est pas inscrite, je suis pas inscrit à des courses ou quoi que ce soit, mais par contre je l'ai. Et ça c'est un truc, je sais par exemple que quand j'aurai fini ma course de vélo dans 1 mois, je sais que derrière je bascule sur la préparation de la course suivante qui est donc c'est un gravelman, donc c'est dans 1 mois c'est 120 km, dans début septembre ça sera 350. C'est le fameux 350, d'accord. Voilà, c'est le fameux 350 de Kilomètre 350 du podcast. Et je sais qu'une fois que lui il est terminé, derrière il y avait potentiellement soit 24 heures que j'ai déjà fait, mais alors le 24 heures je voulais faire et on devait le faire en communauté. Peut-être qu'il va être repris, pourquoi pas, soit un marathon, soit pourquoi pas les deux. Pourquoi pas, soyons fous, je peux dire, préparer une fois que tu as préparé 24 heures, derrière préparer un marathon, pourquoi pas, tu vois, c'est pas impossible, mais je sais que la projection elle est là. Et puis la projection plus long terme, je sais où elle va en fait. Et ça par contre c'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde, c'est le défi, ce que j'appelle moi les défis pour devenir champion du monde de son monde. On a une grande chance en fait, c'est qu'on peut être champion du monde de son monde plusieurs fois dans l'année, au moins 1 fois par an si on a envie. Mais à condition de le projeter et de s'inscrire dedans quoi. C'est clair, ça fait alors ça donne pas une impression, si je fais une comparaison avec mes objectifs que je me suis définis, alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très focalisé sur l'année en cours, même si j'ai 2 choses de prévues, mais on a presque une impression d'obligation de projection dans l'avenir pour toujours conserver cette motivation, même si j'ai bien cru comprendre que indépendamment de la motivation que tu cherches à avoir, la stimulation que tu cherches à avoir en te projetant dans l'avenir, il y a quand même cette envie et de conserver l'équilibre nouvellement trouvé que tu as au fond de toi. Oui, en fait, c'est pas de la motivation, j'ai envie de dire, si ça peut être un relais à certaines motivations sur des moments où il y a une question en fait, c'est de pourquoi tu le fais en fait. Pour moi, c'est au cœur de tout. J'ai fait un épisode de Kilomètre 42 sur l'ikigai du coureur, parce que personnellement, j'ai beaucoup cherché l'ikigai. Donc pour ceux qui savent pas, l'ikigai, c'est la recherche de un peu, alors schématiquement en Europe, on dirait ça la mission de vie, mais c'est en fait la raison pour laquelle tu te lèves le matin. Et donc la raison pour laquelle tu mettrais tes baskets tous les jours, par exemple. Tu vois, c'est un truc mais qui va là pour quelqu'un qui irait à la salle, quelqu'un qui, quel que soit le truc que tu fais en fait. Et j'ai beaucoup cherché l'ikigai dans ma vie professionnelle. Je cherchais, et puis l'été dernier, j'ai fait un bouquin qui s'appelle pas sur l'ikigai, mais qui finalement, à la fin, tu débouches sur l'ikigai. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais déjà trouvé. C'est paradoxal.
En fait, je cherchais quelque chose que j'avais trouvé, que j'avais sous mes yeux, que je faisais au quotidien. Et ce que je faisais au quotidien, en fait, c'était à la fois de courir, de bouger, et puis de faire des podcasts. Et ça, c'est le changement, c'est ce qui est intervenu avec le marathon. En fait. C'est mon grand changement de vie du post-marathon, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais cette réflexion, l'ikigai, etc., j'avais quand même plein de gens qui m'envoyaient des messages, qui me disaient, mais je perds la motivation, je sais pas pourquoi je cours, etc. J'ai même des gens qui étaient inscrits à des courses, qui n'étaient pas motivés par la course qu'ils étaient en train de faire, de préparer. Ouais. Et en fait, j'ai creusé, j'ai fait des coachings gratuits, j'ai des gens que j'ai en préparation mentale. Et le point commun que tous avaient, c'est qu'à un bout d'un moment, en fait, quand tu n'as pas d'objectif, quand tu peux pas cerner ta progression, quand tu peux pas voir comment tu vas essayer de progresser, quand tu te projettes pas en fait sur un engagement pour aller sur quelque chose ou quoi que ce soit, il y a un moment donné en fait où tu finis par te poser la question, tu te dis mais à quoi ça sert ce que je fais en fait. Et quand tu te demandes à quoi ça sert ce que je fais, si tu n'as pas de réponse, la mauvaise réponse que tu peux trouver, c'est de dire à rien. Si tu dis à rien, il n'y a aucune raison de le faire. Tu vois, il y a un moment donné, tu te dis ça sert à rien. C'est clair. C'est comme si quelqu'un me disait je cours pour perdre du poids. Et d'accord. Et moi, tu vois, je l'ai pensé pendant longtemps. Mais il y a un moment donné, si tu as ton poids de forme et que tu perds plus de poids et que tu continues à courir et que c'est toujours ta raison de je cours pour perdre du poids, il y a un moment donné, tu pourras pas, ça peut pas être infini cette histoire. Il y a toujours un moment donné où tu vas arriver à un poids qui est ton poids, tu peux l'appeler de forme, tu peux l'appeler ce que tu veux, mais que si tu perds en dessous, tu deviens malade, t'es pas bien, donc c'est pas bon. Donc ton objectif, c'est pas de dire je cours pour perdre du poids. L'objectif, en fait, et l'ikigai, c'est d'aller chercher ailleurs des sources de motivation qui renforcent la raison profonde. Et pour certaines personnes, en fait, c'est d'amener leurs amis, leur famille à courir aussi. Pour d'autres, c'est d'organiser des courses. Pour d'autres, c'est de s'occuper d'un club. Pour d'autres, c'est de courir doucement. Pour d'autres, c'est de faire 100 marathons dans leur vie. Je pense que chacun a son ikigai, sa raison de courir. Et qu'en fait, il faut jamais la juger. Que la raison de n'importe qui, elle est bonne. Quelqu'un qui me dit je cours pour perdre du poids, bah t'as raison. Quelqu'un qui dit je cours parce que je me sens mieux, t'as raison. Je cours pour fuir mes enfants, t'as raison. J'en ai croisé un sur les 24 heures qui nous a dit ça quand même. Je cours pour, j'allais dire une connerie, mais je cours pour aller voir du paysage. Oui, t'as raison. Je cours pour aller boire un café le matin, un petit déjeuner. Bah oui, t'as raison. Je cours pour aller voir ma maîtresse. Pourquoi pas? Écoute, tu vois, enfin, j'ai envie de te dire. Rien n'est une mauvaise raison en fait, tu vois. Mais ta raison, elle est que personnelle à toi. Elle est ceux qui me disent je cours pour faire voyager, voir le monde entier et tout. Bah t'as raison. Je veux dire. Oui. Ce qui te fait courir, t'as raison. Exactement. Chacun sa raison profonde qui le pousse à faire ce qu'il fait. Il y a une chose qui me frappait quand j'ai écouté certains de tes épisodes de podcast. Malheureusement, j'ai pas pu tous les écouter, sinon je pense que ce serait pas parlé aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est extrêmement frappante, c'est qu'on a l'impression que tu as réussi à construire un puzzle en 1000 pièces. Et puis, dans en réussissant à t'approprier un peu chacun des outils que t'as appris pour pouvoir les mettre au service des autres. Comment est-ce que tu as réussi à structurer toutes ces choses-là? Parce que justement, tu as commencé quand même en 2017 à formuler un peu l'idée du marathon. Tu courais pas, on en reviendra après à la partie de la genèse. Mais en 6 ans, comment est-ce qu'en 6 ans, t'as parcouru ce chemin-là et t'as réussi à le structurer pour justement avoir un discours qui soit autant cohérent? Alors, je pense qu'en fait, mon discours n'était pas cohérent pendant longtemps parce que les questions, je me les suis pas posées. Et en fait, le podcast m'aide beaucoup à répondre à ces questions, à avoir un besoin de cohérence. Déjà pour moi, en fait, parce que dans mon parcours, en fait, moi, je viens de la communication. En fait, au début, j'aurais dû être, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait une école de commerce, et moi, je suis tombé amoureux d'Internet. En fait, j'étais diplômé, j'ai mon bac 95. Je suis rentré en école de commerce en 97. Entre les deux, j'avais fait de la gestion, pas trop de marketing, mais beaucoup de gestion, de droit, etc. Quand je suis rentré en école de commerce, j'ai mes copains de promo. Enfin, je mets des guillemets parce que j'étais pas très intégré en fait dans le monde de l'école de commerce, mais tous mes amis de promo, on va dire, tous mes collègues partaient faire des stages soit dans des entreprises genre des banques, soit dans du conseil
pour ceux qui voulaient faire de la finance et tout. Soit ils allaient chez Coca-Cola, Mars et compagnie pour ou d'autres sociétés comme ça en fait pour faire le tour des magasins, pour mettre des palettes en rayon, pour vendre plus. Ouais. Et moi, en fait, ça m'intéressait pas ce truc-là. Et moi, j'ai commencé à vouloir faire du site internet. Et la caractéristique, en fait, c'est que j'ai toujours eu cette appétence vraiment par expliquer en fait des choses. C'est quand j'étais gamin, en fait, on m'appelait mini quid. Alors après, je sais pas si en Suisse vous connaissez le quid, mais on va dire l'encyclopédie, quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si tu me donnais une encyclopédie, je lisais une page, et puis elle reste en mémoire. Et puis à un moment donné, en fait, je vais aller la ressortir si elle devient intéressante dans le contexte. Et en fait, ça, c'est de l'entraînement. C'est, je pense, qu'il y a une capacité de départ qui est la mémoire, parce que tout le monde me dit, et ma maman m'a toujours répété que j'avais beaucoup de mémoire, etc. Puis je constate aussi que ma fille a énormément de mémoire et que ça nous aide beaucoup. Ça nous aide. En tant que père, en tant que papa, des fois, ça m'aide pas beaucoup parce qu'elle se rappelle de ces trucs. Exactement. Elle se rappelle pas. Mais à l'inverse, c'est quand même très intéressant pour elle de se rappeler de plein de trucs. Comme moi, c'est très intéressant. Mais en fait, je suis capable de m'intéresser à n'importe quoi. Tu me mets devant une télé avec un documentaire sur n'importe quel sujet, je suis capable de le regarder et je peux t'en ressortir dans 2 épisodes de podcast, à peu près, tu vois. Donc, c'est à peu près ce truc-là. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans tout ce que j'ai fait en communication, les sites internet, etc., petit à petit, en fait, j'ai travaillé aussi sur faire mon blog, la vidéo sur YouTube, puis j'ai commencé le podcast en 2017. Et en donnant des conseils sur comment créer du contenu en ligne, comment créer sa marque personnelle, etc. Et j'ai toujours dit, et j'ai fait beaucoup d'enseignements aussi à la fac, j'étais prof à la fac à une époque, j'étais maître de conférence, et je disais toujours à mes étudiants, la communication numérique sur la marque personnelle, c'est facile. Il y a 2 mots à se rappeler, c'est cohérence et congruence. Alors dit comme ça fait très scientifique, ça fait très... comme ça pétait, tu vois, tu dis bam, cohérence et congruence, et te regarder là et tout, et tu leur dis en fait c'est facile, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. Voilà. Donc je suis cohérent et je suis aligné en fait avec ce que entre ce que je dis et ce que je fais. Et en fait, à tel point d'ailleurs que j'en mets des preuves partout. C'est-à-dire que tu regardes mon compte Instagram, je diffuse quasiment tous les jours est-ce que j'ai couru, pas couru, je publie quasiment tous les jours. Sur mon Strava, il est ouvert grand public, hein. Donc là, sur mon Strava, tu vois quand je vais marcher, tu vois quand je fais du vélo, il n'y a aucun secret qu'aujourd'hui, j'ai fait 60 bornes de vélo et que j'ai couru 7 bornes, tu vois, dont une partie assez doucement, et puis une partie un peu plus vite. Donc il n'y a aucun secret là-dessus. Et donc ce qui fait que quand je dis aux gens, voilà, cette semaine, j'ai couru 100 bornes, vous pouvez vérifier, c'est ça. Et quand j'explique en disant voilà comment vous pouvez passer de 0 à 100 km en une semaine, si je voulais l'expliquer, ça serait facile parce que j'ai juste à dire comment moi je l'ai fait. C'est-à-dire que je vais chercher et je dis voilà comment j'ai fait ça. Alors après, derrière, il faut que j'arrive à réexpliquer en fait exactement comment je l'ai fait, de quelle manière, pourquoi je l'ai fait, quelles sont les questions que je me suis posées, quels sont les problèmes que j'ai eus. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai dit, je me sentais coureur lent. En fait, maintenant, j'ai plein de gens qui sont des coureurs beaucoup plus lents que ce que j'étais à l'époque. Mon marathon, si je prends pas le mur, je partais sur un temps autour de 3h30. Bon, génial. Par rapport à Kipchoge, c'est lent. Mais la moyenne des marathoniens français, ils courent un marathon entre 4h20 et 4h40. Et quand tu vois ce chiffre-là, tu te dis, mais même en faisant 3h46 et en me sentant que c'est pas un très bon temps par rapport à ce que je voulais faire, parce qu'il y a la déception, en fait, c'est un temps qui me place dans la plus grande moitié, la première moitié statistique des coureurs français de marathon. Et coureurs français de marathon, qu'on le veuille ou non, c'est pas parce qu'il y a 50 000 personnes au marathon de Paris qu'en France, tout le monde court un marathon. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage, je ne connais personne, à part ma fille, il y a pas longtemps, qui avait couru un marathon, marathon du Médoc, là, Festif et compagnie. Je n'ai aucun entourage de personnes qui courent un marathon. Et je peux même avoir des gens dans mon entourage qui vont dire c'est quelle distance un marathon. Le 42-195, pour eux, mais tout le monde en fait a quelqu'un qui connaît en disant mais au fait c'est quelle distance un marathon. Ça paraît tellement bizarre comme question comme ça, mais pourtant c'est la réalité de plein de gens ce truc-là. Et moi dans mon entourage, j'ai personne qui sait en fait exactement ce que c'est un marathon, courir un marathon
encore moins, qui vont s'y intéresser, qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait, mais c'est pas possible et tout, tu vois. Enfin, aujourd'hui, par exemple, je suis passé de mon ancienne maison à mon nouvel appartement en vélo. Et donc, pour l'anecdote, il y a 60 bornes. Hein. Normalement, c'était 55. J'ai fait un peu de rallonge pour arriver à 60. Et ma femme, donc ma belle-mère, ex-belle-mère, on va dire maintenant, a dit, lui a posé une question. Elle dit mais ça paraît super loin d'aller comme ça. Donc, j'habitais à côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et maintenant, je suis toujours en Auvergne, mais je suis à Vichy. Donc, je suis remonté un peu vers le nord et tout. Et ça me dit, elle lui dit, mais il a dû mettre un temps incroyable, c'est super loin en fait, tout. Alors, il y a 55 km. Alors, moi, je l'ai fait en gravel, vent de face. J'ai mis 4 heures en faisant des pauses déjeuner, en m'arrêtant dans une boulangerie, en mangeant mon sandwich, en faisant des photos, en m'embourbant dans la boue à un moment donné, je pouvais plus avancer, etc. C'était une belle balade. C'était une balade qui me permet de préparer en fait un gravelman. Et le gravelman, en fait, j'ai 24 heures pour finir 120 km. Et donc, tu vois, je me dis en 4 heures, je fais 60 bornes. Même si je double le truc, ça fait 8 heures. Même si avec la fatigue, les pauses, etc., je me dis si je le fais en 10 heures, c'est le 13 mai, c'est les jours les plus longs de l'année ou presque. Ça part le matin à 8 heures, le soir à 8 heures, à 20 heures, je suis rentré. Tu vois, ça ferait une belle aventure. Et de toute façon, je vais pas le rouler à toute vitesse pour faire le meilleur temps. Je vais le rouler pour le terminer, mon truc. Donc je me dis, ma balade du jour, elle est intéressante. Et demain, je vais en faire une qui ressemblera un petit peu. Alors, je ne retourne pas dans l'autre sens. Hein. Je fais pas le retour. Je fais pas le retour. Maintenant que t'es installé, exactement. Tu vas découvrir. Non, parce qu'il y avait un projet, en fait, au départ, qui était de dire, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un truc, c'est qu'il me faut des objectifs, en fait. Un petit peu sympa, tu vois, pour rouler, pour courir et tout. Par exemple, j'avais un gars qui est un copain maintenant, qui s'est mis à vendre que je connaissais pas, que j'avais rencontré sur un marché, qui a une moto avec un sidecar, et à l'intérieur du sidecar, il a aménagé un truc avec son papa, et il met une machine à café. Et en fait, il fait des cafés de spécialité de très bonne qualité. Et en fait, il allait sur les marchés. Alors, il y avait un marché qui était à 3 km de la maison, il y a un marché qui est à 9, il y a un marché qui est à 13, il y a un marché qui est à 17 km. Et je lui ai dit, écoute, moi, ce qui m'intéresse, en fait, je vais venir boire mon café chez toi, je vais manger un cookies, et puis je vais rentrer à la maison. Alors, à 3 km, c'est facile. Et puis, le dimanche, donc c'était celui qui était à 9. Et j'ai dit, tiens, je vais tenter le coup, je vais voir un tout. Et je pars trop le matin, je reviens et tout, tu vois. Je me dis, tiens, en allongeant un peu, je peux presque faire un semi-marathon. Et faire un truc comme ça pour préparer, par exemple, un marathon, c'est intéressant, tu vois. Et au lieu de dire, je tourne sur une boucle de 10 km, je la fais 2 fois, etc., au lieu de chercher des chemins, je me donne cet objectif-là. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose pour le vélo. Je me suis dit, tiens, pour le vélo, je vais faire la même chose. Et l'anecdote, c'est que il y a 10 ans de ça, peut-être un peu moins maintenant, dans ces zones-là, il a commencé. J'étais enseignant à Vichy, justement, là où maintenant je suis installé. Et il y avait justement un café qui fait de la torréfaction, qui a un peu la même philosophie. Et donc j'adorais y aller en fait. C'est-à-dire que le matin, je descendais du train, je m'installais là-bas, je travaillais un petit peu, je tapais des textes sur mon ordinateur, mes petits blogs, etc. Et puis un jour, j'ai dit tiens, ce serait sympa d'aller boire un café en partant de la maison. Donc en me disant tiens, je vais faire 55 km. Si je me sens capable, je fais le retour, ça fait 110 et ça me préparera ma première échéance de 120 km que je dois faire en mai. Oui. Si je me sens pas, je reviens en train. Tu vois, je fais le retour en train. Ouais, voilà. Exactement. En me disant, je peux faire ça. Et donc, c'était mon projet. Et puis finalement, entre-temps, j'ai déménagé à Vichy. Et donc maintenant, pour l'anecdote, je suis à 400 mètres du fameux café. Mais j'y suis pas allé. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'y aller, mais je vais faire un tour la semaine prochaine. Et donc, maintenant, l'histoire, c'est que si je veux aller boire mon café chez le fameux gars avec sa moto, chez Luc, il s'appelle le Willy Break, avec sa moto, et maintenant je dois faire 55 bornes pour aller le voir. Et si je fais le retour, ça fait 110. Alors je vais attendre qu'il fasse beau, mais je me dis que c'est pas impossible à faire, tu vois. C'est le genre de truc, je me dis, j'avais prévu de le faire dans un sens, je peux le faire dans l'autre sens, en travaillant les boucles, en voyant un petit peu. Là j'ai vu le chemin. En plus j'avais un sac de 6 kilos sur le dos parce que j'avais des petits trucs à trimballer, des petites affaires à trimballer, tu vois. J'avais mes baskets de course à mettre dans mon sac, j'ai mis mes chaussures automatiques. Enfin. Plein vent, avec le vent de face, puis de côté et tout. Aujourd'hui, ça n'a pas été. Je pense que je peux aller. Tu vois, j'avais estimé, je pouvais le faire en 2h30 au départ, le parcours. Et en changeant de parcours, il y a un endroit où je suis passé où
où j'ai pris les trucs qui étaient montés le plus. Il y a un endroit où je pensais que, tu vois, enfin, mon parcours il est pas optimisé pour ça. Mais je veux dire que globalement, en plaçant des objectifs comme ça, tu peux t'amuser. Et par exemple, sur le chemin là d'aujourd'hui, je me suis arrêté dans une boulangerie que j'avais repérée en fait une fois d'avant, où j'ai fait une partie du parcours. Et j'ai dit, je vais jusqu'à cette ville-là. Et puis à cette ville-là, je m'étais récompensé en mangeant un pain au chocolat avec aux amandes et tout. Et ben là, je me suis rappelé, j'y suis arrivé, hop, j'ai pris mon petit pain au chocolat aux amandes, et puis j'ai mangé un peu plus loin sur la route, je l'ai fini en arrivant ici, tu vois, etc. C'était ma récompense qui était pour moi en fait symbolique, en fait. Vraiment, tu vois, c'était le truc. J'aurais pu aller boire un café, mais c'était un peu tard pour aller boire un café. J'avais 2-3 trucs à faire. Après, il fallait que j'aille courir. Après mes 60 bornes de vélo, j'ai couru 7 ou 8 bornes aujourd'hui quand même dans cette histoire en plus. Au-delà du mur, l'interview. Tu varies les plaisirs et puis du coup, ces expériences-là, tu les consignes quoi dans un cahier, histoire d'être, de pouvoir les piocher les choses quand tu en as besoin, ou ta mémoire, elle fait le reste une fois que tu l'as enregistré. Alors moi, je me base beaucoup sur ma mémoire. Je mets dans Strava en fait, je mets une petite note. Ouais. Et puis j'ai eu un jour la remarque du président de mon club d'athlétisme à l'époque. Il m'avait dit il me dit, je crois que j'ai jamais vu autant de photos dans un Strava que dans le tien. Je dis, ouais, mais en fait, j'ai pris un truc, c'est que quand j'ai appris le sport, en fait, je faisais un selfie à chaque sortie, en fait. Chaque sortie running, chaque séance de sport, parce que j'ai fait du fitboxing, j'ai fait du HIIT, j'ai fait de la natation et tout. Oui. Et à chaque fois, je faisais une photo. Au début, un petit peu pour dire aussi sur Instagram et tout. Oui. Tiens, j'ai fait ça, etc. Mais aussi pour en garder une trace dans mon journal. Et dans un journal numérique, et je gardais une trace avec qu'est-ce que j'ai fait comme activité, mais je notais aussi mes repas à l'époque, je notais plein de trucs comme ça. Donc j'avais une vraie documentation. Maintenant je l'ai moins, mais par contre j'ai gardé le truc du selfie. Donc dans mon téléphone, je dois avoir quelque chose comme 5 ou 6 000 selfies en fait, tu vois. Ouais. Mais ce qui retrace en fait, alors je partage toujours les mêmes parce que je partage celui il y a 10 ans où j'en faisais 107 kilos. Ouais. Je partage, c'est sûr que tu vois, je fais l'autre jour je me suis pesé, j'étais à 78 kilos. C'est sûr que pour les gens, ça les impressionne, quoi. Quand tu dis, ouais, tu faisais quoi, 107? Ouais, non, c'est pas vrai. Bah, si. Je courais pas. Ah bon? Je faisais pas de vélo. Bah ouais, non. Et donc, tu vois, moi, j'ai un truc je vois beaucoup de coachs sportifs qui donnent des conseils aux gens en disant, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et qui n'ont jamais connu cette situation-là de ne jamais faire de sport, tu vois, qu'on fait ça, etc. Ouais. Et moi je peux dire écoute, reprendre le sport à 40 ans, je sais ce que c'est. Avec un poids obésité, alors j'étais même pas en obésité modérée, j'étais passé au-dessus du chiffre d'obésité par rapport à l'IMC. Donc, j'étais en début de obésité, alors pas morbide, mais sévère ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais, donc avec un IMC qui était largement au-dessus de 30, etc. Et donc je sais ce que c'est en fait, la difficulté. Je sais ce que c'est de courir un jour sur la plage où tout le décor a l'air parfait, où tout a l'air nickel, etc. Et puis qu'en fait, il y a un moment donné, tu te dis mais merde, qu'est-ce que je fous là, quoi. Je n'avance pas, je n'arrive pas à courir. J'ai sur mon truc, j'avais à l'époque sur mon lecteur MP3, j'avais un truc audio qui me disait c'est faites une pause et redémarrer. Et puis j'ai insulté, j'ai dit mais arrête. Alors que c'est un truc MP3, tu vois. Sur mon iPod de l'époque, qui me disait redémarrer. Et je dis mais tu te fous de ma gueule, quoi. Je suis incapable de le faire. C'est pas possible. Je courais 3 kilomètres, il me fallait peut-être une demi-heure pour les faire, tu vois. Et ça, je le sais ce que c'est en fait, ce truc-là, parce que je l'ai vécu. Et donc je l'ai documenté, sur mon Strava, il y a toutes mes sorties. Je vais marcher je fais des coachings en marchant. Je le marque. Donc il y a tout est présent. Et après, le simple fait de faire la photo me rappelle en fait souvent, tiens j'ai fait ça, c'est passé comme ça et tout. Après les podcasts aussi, tu vois, les gros événements, je documente, je fais des FAQ, donc j'ai beaucoup de questions qui sont dessus, qui me permettent de revenir dessus, de réfléchir dessus. Sur mon 24 heures, j'ai fait une foire aux questions. L'an dernier, j'ai fait un projet 496, j'ai fait une foire aux questions avant, une foire aux questions après, j'ai fait un bilan avant, un bilan après. Sur le Gravelman, déjà, j'ai fait la semaine dernière, c'est ce que j'ai fait aussi.
Donc, je suis en train de tilter que j'ai même pas préparé le prochain épisode de Kilomètre 350 en me disant Aïe. Il y a un truc que j'ai oublié de faire. Tu vois, non, parce que j'ai une copine qui m'a dit, mais elle me dit, t'as des enregistrements cette semaine? Je dis, bah non, j'ai tout fait d'avance. Et puis là, tu vois, d'un coup, je me dis, bah tiens, non, il y a un podcast sur lequel j'ai pas fait d'avance. Bon, bref, c'est une parenthèse. Tu dirais que c'est de la faute d'un correspondant suisse que t'as pas pu le faire. Non, mais non, je veux pas accuser les Suisses parce que comme vous êtes toujours neutre dans tous les trucs, je voudrais pas vous mettre dans la merde, mais j'ai beaucoup d'auditeurs en Suisse et des différents podcasts. Donc je fais un salut à Stéphane et John et d'autres, etc. qui sont en Suisse, Hélène et tout. Mais donc je veux pas m'attirer les foudres de la Suisse en fait, tu vois, parce que non, ça arrivera pas. Mais c'était vraiment c'était très intéressant ce que tu dis. Alors effectivement, t'es un ancien obèse morbide et une fois quand tu te lances dans le coaching, t'as tout de suite cette légitimité parce que tu peux dire regarde, j'étais là, je suis là. Et par rapport à justement le coach qui va dire non mais je t'ai prévu une séance de côte, vas-y ça va passer, tu vois, le gars il a fait du sport, il a fait de l'athlète depuis qu'il est tout petit, il a fait des études universitaires, tu te dis mais purée il se rend pas compte en fait à quel point je galère et j'en peux plus et souvent j'ai eu cette sensation là et puis j'espère aussi enfin pouvoir me dire un jour ouais c'est bon je suis arrivé à être champion de mon monde et puis ressentir cette légitimité pour pouvoir dire aux gens, regardez, je l'ai fait, j'y suis arrivé. Ouais, mais tu sais, moi, je veux dire une séance de coach, je vais dire, fais une séance de coach, tu vas la faire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu, moi au début, je courais tout seul dans mon coin, en fait. L'histoire, c'est que quand j'ai repris, en fait, j'ai commencé à perdre du poids en mangeant mieux. Déjà, c'est la base. Et ce qu'il faut rappeler à tout le monde, c'est que si tu t'as beau bouger tant que tu veux, si tu manges n'importe comment, tu pourras jamais dépenser autant de calories que tu en ingurgites. Et donc, les lois de la thermodynamique font que si tu manges 100 calories, que tu en dépenses que 80, et les 20 de trop vont être stockés quelque part. Et que notre corps a une capacité de stockage infinie. C'est ce que me rappelait Laure l'autre jour dans la minute perf. Et donc, la capacité de stockage infinie, on la connaît tous, c'est la graisse. Voilà, c'est la graisse. Il y a des trucs qu'on peut pas stocker, mais quand le corps n'arrive plus à stocker, il va stocker le surplus en graisse. Et ça, c'est un stockage infini. Donc, moi, je l'ai testé. Et donc, j'ai commencé à perdre par le biais de meilleure alimentation. Après, j'ai mis du sport dessus parce que j'ai compris aussi que ça a aidé, en fait, la construction musculaire, que ça aide aussi à se sentir mieux, que ça aide... Moi, mon trio, c'est SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Mais au début, je marchais, en fait. Je courais pas, je faisais de la marche. Je marchais, je me suis astreint à marcher 10 000 pas par jour. Je n'aime pas ceux qui critiquent le fait de dire 10 000 pas, ça sert à rien, c'est bullshit, c'est un chiffre qui est sorti par une agence de marketing et tout. Ouais, c'est vrai. C'est totalement vrai. Et alors? Mais sauf que si tout le monde se marchait 10 000 pas par jour, exactement, on n'aurait pas 30% d'obèses en France, quoi. On n'en serait pas là, ouais. Ça c'est clair. C'est le minimum, tu vois. Il y a un moment donné où moi là, à Vichy, là maintenant où j'habite, il y a des trottinettes en libre service dans la rue, dans une ville qui fait 30 000 habitants et que tu traverses en une demi-heure à pied. Je veux bien. Ça, il y en a partout. Ça, il y en a partout. Tu sais quoi j'en avais pas avant, où j'habitais avant, il n'y en avait pas. Ah oui. Et je trouvais, moi, je suis pas, en fait, tu vois, quand je vois un gamin sur une trottinette électrique, j'ai envie de taper les parents. Alors, je dis taper pas physiquement, tu vois, mais c'est leur dire, vous vous rendez pas compte que votre gamin, en fait, vous lui rendez aucun service, en fait. C'est-à-dire que il est en train de rouler vers l'obésité infantile. Ouais, parce que tu le mets sur un engin, il a à peu près rien à faire. Tu vois, quand j'étais étudiant, j'avais une trottinette avec un super moteur qui était ma jambe droite, en fait. Je poussais et tout. Et j'étais étudiant. Et c'était super cool. Super cool. C'était la première mode des trottinettes, etc. Ouais, c'est clair. Tu vois, et tout. On s'est bien amusé avec ça. Et bon, après, j'ai totalement arrêté le sport, donc je suis devenu un gros machin obèse avec des grosses joues, etc. Tu vois, je dormais pas, donc je testais tous les anticernes possibles pour voir comment je peux avoir une meilleure tête. À tel point d'ailleurs que j'en parlais sur mon blog, j'étais partenaire de marque d'anticernes, parce que je savais tout. Et les anticernes, maintenant, tu vois, en déménageant l'autre jour, j'ai trouvé ma boîte d'anticernes que je testais. Il y en avait au moins 10 ou 12, tu vois, des anticernes. Mais en fait, je me suis rendu compte, ça fait au moins 7-8 ans que j'utilise aucun anticerne. Que t'en as plus besoin. J'ai compris que l'important, c'était d'abord de dormir.
Alors, il y a des moments où tu as du mal à dormir, ou tu vois, cette semaine-là, c'était une semaine très compliquée pour moi. J'ai dormi que 3-4 heures par jour, par nuit, et je suis totalement crevé. Et je l'ai senti sur le vélo aujourd'hui, tu vois, et j'ai senti aussi dans la course, etc., que je vais pas pouvoir tenir à ce rythme-là super longtemps, qu'il faut que je dorme, etc., tu vois, en déménageant, pour un truc que j'ai fait, c'est installer un lit pour me dire, tout à l'heure, je m'allonge dedans et je dors, tu vois. Ouais, c'est clair, tu bouges plus, ouais. Voilà. Mais je veux dire que la base, en fait, elle est quand même autour de ça, de ce trio, sommeil, alimentation, mouvement, et puis il faut rajouter une dose de mental. Et la dose de mental, pour revenir à ton truc là sur la truc de côte, c'est qu'en fait, je pense que n'importe qui est capable de faire une séance de côte. C'est juste qu'en fait, il faut savoir déjà à quoi elle sert, pourquoi tu l'as fait. Et j'en reviens à ce grand pourquoi de pourquoi tu l'as fait, parce que l'autre jour, j'ai eu quelqu'un en coaching, et c'est pas un coaching sport, en plus, c'est un coaching podcast, de quelqu'un qui court aussi, qui prépare l'UTMB, et son entraîneur lui dit, mais tu vas faire un semi-marathon. Et qui commence à me dire, mais pourquoi je fais ça, à quoi ça me sert et tout. Moi, j'ai fait un WhatsApp, je lui dis, mais c'est vachement intéressant de faire un semi-marathon si tu prépares des grandes courses, des trails, etc. C'est super intéressant, mais il faut te l'expliquer. Donc, je lui ai expliqué en 6 minutes. Et après, elle me dit, ah bah merci. Et puis après, elle fait la course, et elle finit avec le sourire, elle fait un super bon temps et tout. Et donc, il y a un moment donné, tu vois, c'est de dire, n'importe qui peut faire une séance de côte. Si tu sais pourquoi, si tu sais quel est l'objectif, et puis t'es pas obligé de faire la séance de côte en courant, en fait. Moi, il y a plein de gens qui disent de faire une séance de côte en disant, bah non, tu montes en marchant, mais tu descends en courant. Ça reste une séance de côte. Tiens, bien sûr. C'est vrai. Totalement. Non, mais, totalement. Je veux dire, il y a un truc qui est complètement aberrant pour ceux qui font du trail. C'est que il y a une logique qui est vraie, c'est que la montée gagne toujours. Donc la montée te fera toujours marcher. C'est systématique. Par contre, tu sais que là où tu perds beaucoup de temps et beaucoup de place et beaucoup d'énergie, et de la fatigue, de la casse musculaire, c'est la descente. Donc si tu as un truc à préparer, tu peux t'entraîner à monter vite en mettant les mains sur les jambes, les genoux, etc. C'est clair. Si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais par contre, tu vas t'entraîner à descendre. C'est-à-dire que là où tu vas te faire mal, c'est dans la descente. L'autre jour, j'ai vu le profil d'une course, j'ai fait l'épisode de km 50 sur 2 km 42 sur ce sujet, en disant mais attention, je dis pour moi je serais toi, je m'entraînerai à descendre parce que le petit raidillon là, à mon avis, il va te faire mal. celui-là il va faire très mal. Hein. Ouais, tu vois, celui-là va te faire mal. Et puis c'est là aussi où tu vas te dégoûter parce que des gens qui courent vite en descente et que tu auras peut-être doublé en montée, etc. Et bien sûr. Tu vas les trouver un peu lourdeaux parce que ça m'est arrivé sur mon dernière course. Hein. Mon dernier trail, moi je l'ai fait en minimaliste, donc une semelle de 8 mm. Donc en descente, forcément, je vais pas m'écraser sous mon poids comme d'autres, hein, tu vois. Et je me suis fait doubler par un gars format, je sais pas, un pousseur de bobsleigh, quoi, peut-être, tu vois, un mec ou un lanceur de poids, quoi. Et qui descendait, mais je l'ai entendu arriver, c'est bam, 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 avec des chaussures super épaisses, etc. Mais c'était super efficace. Parce que stratégiquement, super amorti, c'est clair. L'amorti est énorme, il peut faire ce qu'il veut, il talonne tant qu'il veut. Stratégiquement, ça marche, parce qu'il était devant moi à l'arrivée. Alors que sur plat, je le battais, en montée, je montais en marchant, il montait en courant, j'allais plus vite que lui. Et en descente, il m'a foutu une claque. Et alors après, il y en a un des deux, ils étaient deux, il y en a un, j'ai rattrapé sur le plat après. J'étais assez content. Et puis un autre, une fois qu'il était lancé, tu vois, il était lancé, il avait une vitesse sur plat qui était assez intéressante quand même malgré tout. Et c'est ce que je dis souvent, je dis à certaines personnes, je dis mais ce qui est intéressant en fait, c'est de monter en marchant. Et puis tu arrives sur le plat, tu relances et tu cours directement. Et puis tu as la descente, tu la cours. Parce que c'est là en fait où tu vas gagner du temps, tu vas prendre du plaisir, tu dois être logique. C'est pas de monter en t'épuisant et puis une fois que tu es en haut, tu mets les mains sur les. C'est ça une séance de côte avec mon entraîneur. C'est faire des séances de côte le plus vite possible. Dans ce cas, tu travailles ta puissance, tu travailles la puissance de ton cœur, ta puissance de tes jambes, ta musculature. Mais si tu prépares un trail, ton objectif, c'est pas ça. Et donc c'est ce que je dis aux gens en fait. Je leur dis non mais la séance de côte en fait. Si tu l'as fait comme te dit le fameux coach de Staps là, qui dit il fait des séances de côte parce qu'on lui a fait faire des séances de côte toute sa vie, je sais pas pourquoi. Elle ne sert à rien. Si tu fais une séance de côte pour préparer un trail, tu vas la préparer de telle ou telle manière. Si tu fais une séance de côte pour développer ta puissance, tu vas la faire de telle manière. Si tu fais une séance de côte pour développer ta résistance mentale, je peux te garantir, moi sur une préparation marathon, j'ai fait une séance de côte, j'avais 2 fois 10 montées d'une côte. Et à la 11e, j'ai dit j'en peux plus, j'arrête. J'ai dit je suis en train de me tuer. Je vais aller sur la côte qui est moins dure qui est à côté. Il y a une petite côte qui est moins dure. Et j'ai réfléchi, je me suis dit t'es con quand même. T'as pris la côte la plus dure parce que c'est celle-là. Et puis j'ai réfléchi.
Et ça répond peut-être à ta question de tout à l'heure aussi. J'ai réfléchi, je dis, mais attends, cette côte-là, si on la prend, c'est aussi pour lever les jambes, pour travailler la foulée, pour travailler la puissance, etc. Là, ce que je cherche à travailler, c'est de l'endurance, c'est de la capacité à relancer, c'est pas le même truc. J'ai pas besoin de me mettre sur la côte la plus... Et puis, j'ai besoin de travailler, en fait, un truc, il y a un effort qui va me demander de faire 20 montées d'une minute, hein, tu vois. Donc, j'ai besoin d'arriver à la faire, parce que le but du jeu, c'est que quand je serai dans le dur, je dois être capable, en fait, de me dire, cette séance, elle m'a servi à quelque chose. Et j'ai dit, bon, attends, là, c'est pas la peine, je vais aller sur l'autre truc, et c'est mieux passé. Mais parce que, et j'en ai même fait plus, hein, parce qu'après, j'en ai rajouté, tu vois, je dis, bah non, tant qu'à être là, je vais faire 20 de celles-là, tu vois, finalement. Et donc, mentalement, ça m'a plus aidé de faire 20 plus facile, mais de les faire au bout, que de me cracher, à essayer de faire 20 trop raide, tu vois. C'est clair. Dans tes méthodes, enfin, tu as parlé régulièrement, et j'ai même vu aussi sur ton site Instagram, tu parlais de la méthode SAM, donc sport, alimentation, sommeil, alimentation et mouvement. C'est ça. Ça vient d'où? C'est du Bertrand? Alors, ça, c'est un truc que j'ai trouvé un jour en marchant. Et en faisant du podcast, et en plus c'est même pas un podcast de course, c'est un podcast sur la création de contenu, où j'ai commencé à dire qu'en fait, quand tu es créateur de contenu, quand tu es entrepreneur, l'enjeu pour toi c'est d'arriver à l'être dans le temps et à l'être suffisamment longtemps pour tenir le choc, parce que au départ ça démarre vraiment difficilement, et donc tu dois t'entraîner, tu dois rester énergie, concentré, tu dois avoir de l'enthousiasme quand tu parles dans ton micro pour faire des podcasts, pour faire de la vidéo. Il te faut de l'énergie, et l'énergie c'est sommeil, alimentation, mouvement. Et j'ai sorti ça, mais comme ça, je dis ça fait ça, mais c'est facile, vous retenez ça. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était ma philosophie de vie depuis longtemps, mais qu'en fait, je pouvais l'expliquer d'une manière un peu différente, avec les piliers. Je reprends des fois l'image du tabouret, tu vois, en disant tu prends un guéridon qui a 3 pieds, si t'enlèves un pied, il tombe. Oui. Bah voilà, c'est Sam, quoi, tu vois, c'est le principe de Sam, en fait. C'est-à-dire que si tu as un pied qui est un peu plus court que l'autre, ton guéridon il est un peu bancal. Si tu as 2 pieds qui sont c'est un peu bancal. Si tu as 3 petits pieds, tu seras pas très haut. Si tu as 3 grands pieds, tu seras quand même plus haut, tu vois. Tu auras plus de hauteur, tu auras plus d'énergie, tu vois. Et même ça, tu vois, l'image des 3 pieds, de la hauteur des pieds. Maintenant que je viens de te le dire, je me dis, putain, c'est vachement logique ce que je viens de te dire, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est super analogie, l'analogie, c'est en t'expliquant, tu vois, qui est bien, parce que sur le coup, je l'ai pas tilté. Alors, tu vois, je vais la noter là, si je trouve un bout de papier dans mes cartons. Et non, mais après, j'ai l'ordinateur où il y a tout mon bordel dessus. Mais je veux dire que dans la logique, tu vois, moi, c'est comme ça que je travaille en fait, c'est de dire, attends, qu'est-ce qui est logique, comment je peux l'expliquer, qu'est-ce que je peux en faire, à quoi ça sert, comment je l'applique. Donc après, je prends mon SAM, je prends mon sommeil. Bon, bah le sommeil, comment je l'améliore, et comment je l'améliore. Moi, pour moi, les bases de l'amélioration du sommeil, c'est soit c'est le coucher et le lever en fait. C'est au milieu, tu peux pas faire grand chose. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tous les mammifères dorment. En fait, et même la plupart des animaux sur Terre dorment. Et que si le sommeil est inventé, c'est qu'il sert à quelque chose. Mais on savait pas quoi. Alors pendant longtemps, on pensait que ça servait à rien. Donc il y en a plein qui recommandent de ne plus dormir. Et je veux dire que il y a un truc que les gens doivent savoir, peut-être, je sais pas s'ils le savent. Le dauphin dort par moitié. Tu vois, il y a la moitié d'un dauphin qui dort et l'autre moitié continue à nager, respirer, etc. Et c'est un mammifère le dauphin. Donc c'est un mammifère marin, mais ça reste un mammifère. Donc tous les mammifères dorment. Donc le dauphin, il dort par moitié. Hop, il éteint un côté, puis il éteint l'autre. Mais si la nature était capable de doter le dauphin d'une capacité à dormir d'un côté et puis de l'autre, ça veut dire que son sommeil il sert à quelque chose. Tu vois, je veux dire, sinon, si ça servait à rien, on l'aurait réduit. Surtout que si tu repenses à un temps où tu as un animal sauvage, le sommeil, c'est le moment où tu peux te faire bouffer. Donc, je veux te dire que si la nature prend le risque que tu te fasses bouffer avec un truc comme ça, c'est qu'il y a forcément une importance. Donc, c'est utile. Si tu pars de ce principe-là, tu dis, il y a forcément une utilité. Maintenant, il faut l'optimiser, mon utilité. Et je pense que le problème, c'est que les gens, ils pensent à optimiser en disant, l'optimisation, c'est forcément dormir moins, mais mieux. Et en fait, la nature est faite qu'il faut dormir suffisamment en temps. Et puis, ça veut dire qu'il faut se coucher plus tôt, qu'il faut gérer certains temps de sommeil, qu'il faut avoir une chambre plus froide, qu'il faut couper les écrans, enfin qu'il faut couper des trucs. Ouais, c'est ça, bien sûr. Plutôt mais la partie centrale, tu peux pas la gérer, quoi.
Ouais, la qualité, c'est clair. elle est quand même difficile à gérer. Puis tu sais, quand t'es papa, les Oui. premières années... c'est là où je voulais en venir. C'est juste ingérable, je veux dire. Enfin, moi, la première année de ma fille, elle se réveillait à 4h du matin. On avait le biberon de 4h du matin. Oui. Donc, j'ai pas le souvenir d'avoir été super fatigué, tu vois, en fait, dans l'histoire. Ma femme elle était pas, tu vois, donc je donnais le biberon. Je me rappelle même, il y avait les Jeux Olympiques, je sais pas d'où c'était, là, en Asie, tu vois, avec le décalage horaire. Elle se réveillait à 2-3 heures du matin, on regardait le ski. Enfin, moi, je regardais le ski, elle regardait le lustre. Puis, une fois recouchée, tu vois, etc. Et donc, la structure fait comme c'était super régulier, toutes les nuits, c'était vachement régulier, tu vois. J'étais pas fatigué, en fait. Quand j'ai couru mon marathon, ma fille, elle avait, que je ne dise pas de bêtises, 15 mois. 15 mois, c'est ça. Tu vois, le jour de ses 15 mois, le 14 avril, c'était 15 mois. Et donc, ça veut dire que je commençais la préparation, elle avait 1 an, donc elle faisait ses nuits complètes, mais souvent avec un réveil, elle faisait beaucoup d'otites, elle avait peur de certains trucs, enfin, tu vois, les couchers étaient compliqués, etc. Et pourtant, je vais faire mon marathon en gérant mon sommeil, etc. La nuit avant le marathon, ma fille, alors d'habitude, elle fait toujours la sieste, elle fait pas la sieste. Et la nuit avant le marathon, elle dort pas. Et le soir, elle veut pas dormir. Parce qu'on était chez ma sœur, déplacement, tu vois, il fallait monter à Paris et tout. Donc le sommeil était catastrophique ce jour-là. Mais bon, j'avais de réserve, on va dire, un peu, tu vois, une nuit, c'est pas dramatique. C'est la multiplication qui est dramatique. Mais en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens disent ouais, mais quand je suis papa et tout, je peux plus le sommeil, c'est problématique, ou maman, etc. Ouais, mais en fait, ce que tu trouves pas problématique, c'est de regarder Netflix, tu vois. Ça c'est clair. Et moi, je regardais pas Netflix à l'époque, tu vois, où je regardais le ski pendant que ma fille était réveillée parce que je donnais le biberon pendant ce temps-là. Mais le soir, à 21h, souvent. C'est ça, t'allais au lit. Ouais. Sans des feux, tu vois. Bien sûr. Quand bébé dort, papa dort. Et maman dort. C'est vraiment un super motto. J'ai 2 enfants qui sont aussi en bas âge. Et c'est vrai que d'habitude, maintenant, j'ai repris l'habitude de me coucher à 21h. Parce que tu contrôles l'heure à laquelle tu te couches, mais pas forcément celle à laquelle tu réveilles. Donc, autant partir du principe que quand bébé est au lit, c'est ta fenêtre, c'est de repos qui commence. Donc ça c'est clair et net. Et puis dans ta méthode Sam, donc on parlait du sommeil, il y a la partie alimentation aussi. Donc j'imagine que t'as passé passablement de temps à te documenter parce que quand t'as commencé, t'as eu ton rééquilibrage alimentaire. Je dirais t'es arrivé à un certain aboutissement, t'as repris la course à pied. Donc à nouveau, c'est posé une certaine problématique en termes d'alimentation, j'imagine aussi. Sur l'alimentation, en fait, je crois que ça a commencé, ma femme est allée voir une diététicienne et qui lui a fait analyser ses repas, noter les repas sur 15 jours et qui lui a dit un truc, elle a dit madame, il faudrait peut-être commencer à manger comme une adulte et arrêter de manger comme une étudiante. Ah, d'accord. Merci. Donc diététicienne Émilie, sur ce coup, et donc ma femme a commencé à rééquilibrer un peu ses repas. Moi j'ai dit écoute, je t'accompagne, on fait pareil, et puis j'ai vu que ça avait vraiment un effet. Sauf qu'à l'époque, en fait, je comprenais pas les tenants et les aboutissants, en fait. C'est-à-dire que j'avais un peu le truc et tout, mais je comprenais pas. Je suis allé voir la diététicienne qui m'a expliqué des trucs, on a rééquilibré. Et puis elle m'a expliqué aussi que, par exemple, moi je buvais pas assez d'eau, mais je buvais très peu dans ma journée. Et donc ça me posait un problème, c'est que en fait j'avais soif et moi je croyais que j'avais faim, donc je mangeais. Et puis je me suis rendu compte aussi que ce que je pensais être bien dans ce que m'avait transmis ma mère notamment, c'était de dire tu vois, tu manges des féculents, des pâtes à midi, ça va te tenir. Et qu'en fait des pâtes préparées par un restaurant ne sont pas des pâtes équilibrées, parce que ce qui leur coûte le moins cher, c'est de mettre des pâtes, ce qui leur coûte le plus cher, c'est de mettre de la viande, et au milieu de mettre de la tomate ou de la crème. Le problème, c'est que c'est la proportion. Et en fait, j'ai déconstruit un petit peu tout ça, tu vois, et puis j'ai dit, en fait, j'en ai parlé avec la diététicienne, j'ai dit, mais il faudrait faire quoi? Elle m'a dit, il faudrait rééquilibrer le plat de pâtes. Ah bon, d'accord. Alors, dans un restaurant, c'est pas possible. Mais par contre, je me suis rendu compte, j'ai fait une expérience, j'ai dit à côté de la fac, j'ai Subway à l'époque, et j'ai dit est-ce que je peux manger Subway en mangeant équilibré? Alors elle était ici, elle m'a regardé un peu d'un rose de l'œil, je dis je vais faire un test. Et donc après j'ai pris la carte de Subway, et puis j'ai vu qu'il y avait du pain complet, j'ai vu du poulet, j'ai vu de la salade, j'ai vu ça et tout,
Et j'ai dit, bah tiens, quand je vais aller la prochaine fois, je vais leur demander de me faire le sandwich, en fait, avec le pain complet, avec du poulet, avec de la salade, tu vois, tous les accompagnements, salade, légumes, etc., sans sauce. Et donc, j'ai fait ce truc-là, en fait. Et je suis retourné voir la diététicienne et je lui dis, t'en penses quoi? Elle me dit, bah, c'est nickel. Et donc, là, tu te dis, même quand tu manges dans un truc type Subway qui est qualifié de fast-food, t'arrives. Et sachant que Subway, quand même, a fait sa pub pendant des années sur le fait que si tu mangeais Subway tous les jours, tu peux perdre du poids. Avec mes étudiants, je leur montrais la pub. Et ce qui est vrai, en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mec, je crois, qui est au Canada, ou aux États-Unis, puis les Canadiens ont fait une pub avec ça, en montrant que le mec, il perdait du poids, donc ça se trouve sur Internet assez facilement. Ouais. Mais c'est possible à condition, et à l'époque, Subway, peut-être, tu vois, dans la pub, ils font croire qu'ils donnent des conseils nutritionnels sur comment faire un sandwich équilibré. Ce qui n'est pas le cas, parce que c'est des serveurs étudiants, enfin voilà, mais je veux dire que, logiquement, quand tu composes ton plat dans un truc type un self-service, type un truc comme ça, tu pourrais te dire que tu peux rééquilibrer. Et donc, à partir de là, tu vois, moi, je me suis documenté, je me suis intéressé aux protéines, je me suis intéressé aux protéines végétales beaucoup, je me suis intéressé aux différentes familles d'aliments, etc. Et j'ai fait des tests, en fait. Et le test le plus concluant pour moi, c'était de dire, en fait, je peux revisiter tous mes plats que je fais, je vais pas les enlever, je vais juste les faire d'une manière qui, moi, me permette, en fait, de les équilibrer sur ce qu'on appellerait l'assiette 4 quarts, en fait. L'assiette 4 quarts, c'est, tu prends ton assiette, tu les divises en 4, tu prends 2 quarts, c'est les légumes, 1 quart les protéines, 1 quart les féculents. Voilà, tu pars là-dessus. Protéines, sachant que ça peut être de la protéine animale, du poisson ou de la protéine végétale. Et moi, plutôt protéine végétale le soir et plutôt animal à midi, tu vois, ou animal, et encore, ça dépend, tu vois. Bref, c'est variable. Mais ne pas dépasser, tu vois, faire des légumes à volonté et faire attention à la dose de féculents. Et ben, à partir de là, en fait, tu peux revisiter plein de plats. C'est-à-dire que j'ai dit ça l'autre jour à un coaché. Je lui ai dit, tu sais, j'ai fait un e-book, en fait, avec mes recettes. J'ai mis 50 recettes dedans. Si tu sais, ton problème de ton plat, en fait, c'est que c'est pas qu'il est mauvais en soi, c'est qu'il est pas équilibré. Je dis, regarde, ma moussaka, par exemple. Et ben, dans la moussaka, il y a 50% de légumes. Alors que tu vas dans une moussaka du commerce, tu prends la liste des ingrédients de la moussaka du commerce, ou les lasagnes. Le pire, c'est les lasagnes. Tu prends les lasagnes du commerce. C'est bon, les lasagnes du commerce. Mais le premier ingrédient dans les lasagnes du commerce, c'est les pâtes. Alors que ça devrait être le 3e ingrédient en quantité. Parce que le premier ingrédient, ça devrait être marqué tomates et légumes. Mais le problème, c'est que les marchands de lasagnes, déjà, les gens les aimeraient pas. Et puis, les marchands de lasagnes, ça leur coûterait trop cher. Il faudrait qu'ils fassent des lasagnes. Ouais, c'est clair, au niveau matière première. Mais c'est très intéressant ce côté pas révolutionner ton assiette pour avoir justement des habitudes qui changent dans la durée, mais plutôt faire une évolution de ce que tu manges. Et c'est comme ça qu'effectivement tu peux avoir des habitudes qui tiennent toute la vie. À chaque fois que je reçois ou que j'interviewe un invité, je les soumets à la redoutable séquence des 10 questions auxquelles il faut répondre le plus rapidement possible. Le but c'est de rigoler un petit peu quand même, étant donné les différences géographiques. Et puis du coup, je me suis dit, le questionnaire, il va poser, ça sera basé sur la Suisse. Donc, on va tester tes connaissances, des croyances sur les Suisses ou alors sur tes connaissances de la Suisse. Je sais pas à quel point t'es bien, mais les gens qui te suivent en Suisse, en tout cas, vont t'écouter d'une oreille très, très attentive. Est-ce que tu es prêt à passer sur le grill, Bertrand? Bah, écoute, je connais pas grand-chose de la Suisse, mais si je dis des conneries, excusez-moi. Génial. Au-delà du mur, sur le grill. Combien de langues est-ce qu'on parle en Suisse? 3. Tu peux les citer? Français, allemand, italien. Oui, il y a le romanche, c'est une 4e langue nationale. Cite-moi le nom d'un plat national suisse. Chocolat, ça marche ou Ouais, ça marche. Je m'attendais plutôt à un truc fromage, mais c'est vrai que ça passe aussi. Une caractéristique qu'on attribue souvent en Suisse. La lenteur. Ah, j'étais sûr. Si je te dis un cornet, ça t'évoque quoi?
Chez moi, c'est une pâtisserie avec de la chantilly dedans, mais en Suisse, je sais pas. Enfin, après, il y a des trucs en pâte dans les Alpes. Il y a des trucs qui ressemblent à des pâtes. Alors, je sais pas si c'est la même chose ou pas. Mais... Ouais, là, des cornettes. Ouais, effectivement, ouais, c'est le genre de pâte. Mais un cornet, chez nous, c'est un sac, en fait. C'est un sac en plastique ou en papier. Ah ouais, d'accord. Comme une poche dans le sud de la France. Voilà. Cite-moi le nom d'un Suisse très connu en France. Bon, Federer. Ah, ouais. Un sport national en Suisse? Le hockey sur glace. Ah, excellent. Attention, question piège. Quel est le meilleur fromage au monde? Le Saint-Nectaire. Ah non, mais c'est pas suisse. C'est vrai que c'est assez bon. Allez, un fromage suisse, tu connais? Bah, en fait, je sais pas les limites de la Suisse, mais tout à l'heure, j'ai mangé de l'emmental, mais ou du comté. Ouais, c'est suisse, ouais. Le comté, hein. le comté, c'est plutôt la France, mais on en mange pas mal ici. Mais ouais, alors c'est plutôt gruyère, vacherin, mais c'est vrai qu'emmental, ça marche aussi. Ouais. Quelle est la capitale de la Suisse? Berne. Excellent. Tu serais posé quoi comme question si tu avais été à ma place? Et ben en fait, je t'aurais demandé combien il y avait de tunnels en Suisse. Et la réponse, tu crois? Beaucoup trop. Ah, je te confirme, parce que j'en ai absolument aucune idée. Mais je me le note et je vais chercher combien il y a de tunnels. Bravo. Pour l'anecdote, j'ai ma nièce qui étudie à Lausanne. Oui. Et mais bon, elle m'a pas soufflé de trucs, etc. et tout. Mais je sais qu'elle fait souvent de la fondue. J'ai dit, mais c'est cool la Suisse, c'est pour la fondue et tout. Elle me dit, ouais, c'est cool pour ça. Voilà. J'ai failli aller faire le marathon de Lausanne justement pour aller la voir. Tu vois, j'ai hésité. Ah, bah faut pas hésiter, la prochaine fois que tu viens, tu me fais signe. Là, on va passer dans la partie un peu événement marquant. Donc on a discuté de pas mal de choses. Donc je dirais, je propose toujours aux invités de parler d'une expérience qui les a marqués ou d'une expérience à venir, en tout cas qui pensent qu'ils vont les marquer. Je sais pas de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui. Bon, tu sais, des événements qui m'ont marqué. Je crois que paradoxalement, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que je me suis remis à courir. Oui. En fait, quand je me suis mis, donc je t'ai raconté que l'histoire là, sur la plage, mon iPod, courir et que j'en peux plus. Donc après, je perds du poids, je commence à aller au sport, le HIIT, le fitboxing et tout. Et il y avait le coach était moi je me mettais toujours au premier rang quoi, en disant tant qu'à s'inscrire autant y aller à fond quoi. Ouais. Et donc je commence à discuter avec lui un peu, à sympathiser, puis au bout d'un moment il me dit tu cours un peu, je dis bah oui et tout, il me dit d'accord et tout. Bon, je dis j'essaye, je vais essayer. Et puis pendant ces cours, tu vois, au début je courais pas. Et puis au bout de 2-3 mois, il me dit mais est-ce que tu vois un effet de ce que tu fais comme entraînement? Je dis bah écoute, je dis j'en sais rien, je dis comment je peux le voir? Il me dit t'as couru quand la dernière fois? Je dis bah je sais pas, pendant l'été, enfin un truc comme ça. Il me dit alors retourne courir. Alors je retourne courir, c'était le 6 décembre de je sais pas quelle année. Et ce jour-là en fait, j'avais l'impression de voler sur le chemin en fait. C'est-à-dire que la montée elle se passe toute seule, là où je soufflais comme un bœuf, ça passe tout seul. J'arrive, j'ai l'impression de même pas être fatigué, tu vois et tout. Et je retourne le voir, je dis waouh, je dis attends, il s'est passé un truc. Et puis je dis j'ai gagné 2 minutes 30 au kilomètre. Waouh. Et ouais, mais truc de dingue. Et alors bien sûr, j'ai perdu un tout petit peu de poids, mais pas beaucoup, tu vois, par rapport un petit peu, mais en fait, il me dit c'est logique, il me dit en fait, on refait travailler ton cœur d'une manière qu'il n'avait pas l'habitude de travailler. Et ça a été un truc qui était marquant pour moi. C'est la compréhension en fait que le cœur est un muscle et qu'en fait tu peux le muscler et que tu peux le muscler notamment en faisant du cardio, ce qui nous faisait faire le HIIT et le fitboxing. Finalement, c'était de monter très haut dans le cardio sur des intensités très courtes. Ouais. Un cours de HIIT pour ceux qui n'en ont jamais fait et franchement c'est 20 minutes. Mais c'est des fois la minute, c'est en fait après c'est des rounds de 4 minutes qui se répètent, donc c'est 4 minutes, 2 minutes de pause, 4 minutes, 2 minutes de pause, 4 minutes, 2 minutes de pause, 4 minutes. Donc t'as 16 minutes à fond à faire dedans. Ouais. Ouais. Et des fois c'est la minute
de l'exercice est tellement dure. Elle est tellement dure et tout. Et là, tu te dis, mais punaise, mais qu'est-ce qu'il me fait faire et tout? Il me faisait accélérer, il faisait faire. Il m'a dit un truc, il m'a dit, en fait, ce qu'on travaille dans le HIIT et le kickboxing, il me dit, c'est la condition physique générale. Il me dit, avec ce que tu travailles, il me dit, tu peux faire n'importe quel sport, parce qu'en fait, on entraîne ton cœur à monter haut, et on t'entraîne à récupérer, à monter, descendre, etc. et tout. Et après, j'étais allé voir mon médecin, et mon médecin, elle me prend toujours la tension, tu vois, elle prend le cœur et tout. Et puis, je m'étais remis à courir, et un jour, mon médecin, elle me dit, ça se voit que vous courez maintenant, vous, et que vous faites du sport. Je dis, pourquoi? Elle me dit, votre cœur, il est quand même sacrément plus calme qu'avant, quoi. Et je dis, mais à ce point, elle me dit, ah ouais, elle me dit, mais là, il est calme, hein, votre cœur. Et en fait, j'avais un truc, j'ai 48, tu vois, c'était 10h du matin, je vais en médecin, j'ai 48, tout. Tranquille. Elle me regarde, et elle me dit, c'est calme et tout. Et en fait, cette première séance, tu vois, ce truc-là qui m'avait fait faire, cet entraîneur de dire, va courir pour voir si tu vois des changements. Pour moi, c'est le moment où je me dis, ce changement-là, en fait, ça me donne envie de courir parce que ça devient facile. Oui. Alors, je dis pas que c'était facile derrière, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, devient une activité qui devient plus plaisante parce que... Exactement. Ouais, et c'est pour ça que tous ceux qui disent, ouais, mais on peut courir avec du poids, du surpoids, etc., je dis oui, c'est vrai. Je dis, mais quand tu perds un peu de poids et que tu vois la différence, et ben, t'es quand même, tu sais que t'es mieux quand même. Et l'autre jour, tu vois, j'ai eu un message sur quelqu'un sur mon podcast qui m'a dit, ouais, mais dans la minute perf, vous avez dit qu'il faut perdre du poids avant de préparer un marathon, que c'est mieux de perdre du poids et tout, c'est pas très bienveillant, etc. Et je dis non, on a dit que c'était mieux et que c'était même peut-être un peu conseillé pour se sentir mieux et que si tu veux viser intense, si tu veux être moins fatigué. Ouais, bien sûr. C'est mieux de baisser un tout petit peu ton poids, mais ça veut pas dire te priver de tout. Ça veut juste te dire t'appliques Sam, quoi. C'est exactement ça, ouais. Les gens, t'as l'impression qu'on leur enlève leur repas, quoi. C'est bon. Voilà, tu équilibres globalement. Tu comprends un peu les repas et tout. Tu vois, moi, je vois des gens qui courent et tout, et des femmes qui me disent, ouais, mais je pèse encore ça et tout, comme poids et tout. Et je dis, oui, mais applique Sam. Je dis, arrête, si à un moment donné, tu perds de poids en faisant tout le sport que tu fais et tout, certes, c'est que tu prends du muscle, ça c'est bien. Mais c'est qu'il y a aussi à un moment donné, tu surcharges en calories quelque chose. Et exactement. Tu surcharges, ça peut être émotionnellement, parce que ça peut être des gâteaux, ça peut être des bonbons et tout. Tu vois, tout à l'heure, je suis tombé dans le paquet de cacahuètes. Et je le dis très, très ouvertement, tu vois. Je suis tombé dans le paquet de cacahuètes, j'ai mangé 3 carrés de chocolat aujourd'hui, ou 4. J'ai failli acheter des M&M's. J'ai mangé trop de pâtes. Mais bon, d'un autre côté, j'ai pas regardé mon activité, mon volume, mon bilan d'activité de la journée, mais ça va. Pas dégueulasse, tu vois. C'est clair. J'ai pas une inquiétude énorme sur ma dépense calorique du jour, tu vois. Donc je me dis, avec le vélo que j'ai fait, avec la course, avec les pas et tout, je me dis, en calories, globalement, je les ai dépensées, tu vois. Donc je suis pas inquiet. Mais en fait, je crois que cet événement-là m'a vraiment marqué parce que c'est là où tu te dis, il y a des efforts quand même, ils sont durs sur l'instant, mais sur le long terme, ils payent. Et le sport, c'est vachement gratifiant pour ça, en fait, c'est que quoi qu'il se passe, du moment que tu es un peu sérieux dans ton entraînement, tu fais un peu attention aux choses, tu te rends compte que tu auras des bénéfices. Peut-être pas les bénéfices que tu attends, peut-être supérieurs, peut-être inférieurs, mais tu auras des bénéfices. Et peut-être que le bénéfice dont tu te rendras jamais compte sur l'instant, mais et c'est moi ma notion d'être champion du monde de son monde. Et je le dis dans 1 km 42. Dans un 3 km 42, je dis on court pour prendre confiance en soi. Je dis pas qu'on court pour perdre du poids. Je dis moi j'ai perdu du poids, mais je dis on court pour dire qu'on est capable de le faire, qu'on va être champion, qu'on est capable de s'occuper de sa vie, de prendre en charge, etc. Et de prendre confiance en soi et de se dire si ça je suis capable de le faire, si je suis capable de préparer, de organiser pour courir un marathon, je suis capable de faire plein de trucs. Je suis capable, tu vois, d'aller voir mon chef et demander une augmentation. Tu peux le faire, mais c'est ça. Les gens ils se rendent pas compte effectivement de tout ce qui est imbriqué. Ils ont l'impression que les bénéfices qu'il y a en tiré, c'est exclusivement sportivement, mais c'est sûr qu'au niveau confiance en soi, au niveau bien-être, etc., rapport par rapport aux autres, on gagne aussi cette confiance en soi parce qu'on se dit effectivement, je suis capable de le faire. Et j'imagine que c'est ce genre de sensation-là aussi qui t'a poussé un peu dans le gravel ou c'est totalement autre chose? Le gravel. Alors, je vais te dire un truc, c'est que j'ai un gros problème, c'est qu'avec les podcasts, donc avec 3 podcasts quand même sport,
je reçois des drôles de personnages. Donc il y a Kilomètre 42, Sport Nutrition, et maintenant Kilomètre 350. Donc Kilomètre 350, c'est Gravel. Il est tout neuf, hein, parce qu'il commence l'aventure. Et dans Kilomètre 42 et dans Sport Nutrition, j'ai reçu un personnage qui s'appelle Stéphane Léaric, qui est un cycliste, aventurier cycliste, et qui a fait le chemin le plus haut au monde au Népal, qui traverse les déserts en vélo, enfin qui fait des trucs comme ça, enfin, un truc de dingue. Et donc je regarde un peu ses aventures, je regarde son film sur le documentaire, je me dis ce mec là il est too much. Non mais enfin voilà quoi, faire le plus haut chemin du Népal en VTT, c'est too much. Et puis après je m'intéresse et je vois qu'il organise des courses qui s'appellent Gravelman, et qu'en fait c'est dire c'est de l'aventure à portée de main en fait, tu vois. C'est moi je fais la trace, c'est peu organisé, mais je vous propose une super trace, etc. L'aventure, on part à l'aventure. Et ça par contre, ça m'a parlé ce truc-là. Et mais en plus parce que j'ai comment ça s'appelle, j'ai un héros en fait dans mes tu sais moi je travaille, enfin je te l'ai pas dit mais enfin je travaille pas avec eux, mais j'ai des héros en fait dans ma vie, et ce que j'appelle mon cercle de mentors. Mon cercle de mentors, c'est des gens qui m'inspirent, avec lesquels certains je n'ai jamais parlé et certains je leur ai parlé. Et dans mon cercle de mentors, par exemple, il y a un mec qui s'appelle Alistair Humphreys. Alistair Humphreys, en fait, il faut savoir que c'est un Britannique qui a été à la une du National Geographic comme étant aventurier de l'année. Et pour une truc qu'il faisait, c'est des micro-aventures. Et qui dit qu'en fait, l'aventure, elle commence à la sortie de chez toi, et que tu peux aller dormir à la Belle Étoile au bout de ton jardin, tu vois. Le plus dur, c'est de faire le premier miles. En fait, c'est à peu près ce qu'il dit, tu vois. Et en fait, j'avais envie de faire de la micro-aventure. Tu vois, j'avais envie de ce truc-là. J'avais reçu un mec qui s'appelle Lilian Doza, qui est un gars qui est vraiment super intéressant, tu vois. Moi, dans Sport Nutrition, on l'avait reçu sur sa traversée de l'Atlantique. Il a traversé l'Atlantique à la rame avec un coéquipier. On parlait des poissons volants, on parlait de plein de trucs, etc. Et puis on parlait de la micro-aventure, comment il s'était lancé dans des trucs, et notamment un truc, c'était de dire, il partait le mardi soir du travail, il rentrait pas chez lui, il dormait dehors, il rentrait le mercredi matin au boulot, tu vois, et en ayant dormi dehors. Tu vois, micro-aventure. Et il me parle d'Alistair Humphreys, etc. et tout. Je me dis, ça me tente, quoi, tu vois. Et puis, Stéphane Léaric, il arrive il présente son truc du Gravelman. Je me dis, bah, tiens, ça me parle, tu vois, ce truc-là, ça me parle. Et puis, je me disais, moi, tu vois, quand j'étais gamin, j'ai fait du BMX, j'ai fait du VTT. C'était un peu contrarié mon histoire avec le VTT, parce que j'ai cassé mon vélo sur les championnats d'Auvergne. Puis je suis jamais remonté dessus ou presque. Juste avant mon bac, je me suis pris une grosse gamelle aussi. J'étais brûlé très fortement. J'aurais pu ne pas passer mon bac parce que tellement la gamelle, à 80 à l'heure, tu vois, j'ai descente, ça fait très mal, quoi. Et donc c'était un peu contrarié mon histoire avec le vélo. Et puis il y a quelques années quand même, j'avais fait du fixie. J'avais acheté un fixie. Et c'était avant de commencer à perdre du poids. Puis après j'ai continué à rouler, mais à tel point, je faisais 2500 km par an en vélo, en fixie, tu vois, avec pignon fixe. Je faisais des petites courses de vélo, comme ça et tout, on en a organisé, etc. Et puis après, je l'ai un peu délaissé, mon vélo, mais ça me titillait, cette histoire, tu vois, de dire, j'aimerais bien rouler un petit peu et tout. Et, mais faire du vélo de route, il y avait un truc qui clochait pour moi, tu vois, il y avait un truc, je me dis, mais les bagnoles, et puis où aller, tu vois, je voyais pas le truc. Et en même temps, tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de l'Ironman, en fait. Tu vois, et je suis dans une ville, c'est Vichy, et je me rappellerai toujours qu'il y a quelques années, c'est l'année de la naissance de ma fille, de toute façon, c'est simple, donc c'est 2018. On était venus voir l'Ironman en août, et je disais à ma femme, moi, je ferai jamais d'Ironman. Je lui ai dit avant ça. Tiens. Et puis, je les ai vus, tu sais, arriver, j'ai vu tous ces bonhommes, ces bonnes femmes et tout, et des corps différents, des grands, des petits, etc. Et puis, à l'arrivée, là, il y a une espèce d'arène, et puis tout. Puis, ils arrivent et tout, et t'as le speaker qui fait « You are an Iron Man, you are an Iron Man », et tout. Cette énergie. Cette énergie, tu sais, ce truc-là. J'ai eu un invité il y a pas longtemps qui va faire Francfort dans quelques temps. Et je lui dis, toi aussi, tu veux l'entendre, ce truc? Il me dit, ouais. Il me dit, c'est ça que je veux entendre, tu vois, c'est ce truc-là, je veux l'entendre. Et ce truc-là, tu vois, il me tourne en tête. Et je me dis, bon, si tu veux faire un Ironman, t'as 2 trucs. T'as 3 trucs. T'as la course, la natation et le vélo. La course, t'as couru un marathon.
Donc tu sais que c'est faisable. C'est bon. Natation, tu sais nager comme une enclume, mais tu sais nager. Et puis, il y a 3 ans maintenant, 2019, avec la copain Hermano, on a fait un swimrun. Donc, le swimrun, c'était un format court, mais on avait quand même 3 km de nage au total et 9 km de course. Ouais, c'est pas mal. Et puis surtout, c'est qu'en fait, il y avait un segment de 1,5 km ou 1,6 km de nage d'affilée. Et puis, tu vois, on courait 300 mètres, on nageait 200 mètres, etc. Et j'ai vu mes difficultés, mais je m'étais entraîné pour arriver à nager un peu plus, etc. J'ai vu mes difficultés, mais je me suis dit, c'est faisable. Tu vois, le truc est faisable. C'est tout à fait faisable. Et je dis, mais il manque le vélo. Alors, les vélos, vélo de route, etc. Et puis, tu sais, j'ai travaillé pour un vendeur de vélo en conseil et tout à un moment donné. Et je lui disais, et il me parlait beaucoup de gravel. Il me dit, de toute façon, tous les mecs qui faisaient du fixie avant, maintenant ils font du gravel. Et tous les vendeurs, tous les fabricants de fixie, maintenant ils vendent plus de fixie, ils se mettent tout sur le gravel, etc. Je dis pourquoi? Et j'ai commencé à analyser le truc en fait, et j'en suis arrivé à la conclusion que pour moi le gravel, c'est le nouveau trail en fait. On va connaître en vélo la même chose qu'on a eu sur la course à pied, c'est-à-dire que maintenant les courses à pied sur route, en tout cas en France, sont en train de péricliter dans beaucoup de villes. Alors il y en a quand même des très belles, mais moi j'ai vu des villes où ils ont abandonné la course sur route pour faire un trail et que le trail amène 2-3 fois plus de gens que la course sur route. Et que les gens en fait ils en ont un petit peu marre des bagnoles, faire du vélo et tout, c'est sympa, mais même des gens, des pros, j'ai vu ça l'autre jour, une fois, j'ai vu un reportage où les gars ils prenaient le chemin à côté, ils disaient on fait un peu de gravel, ça change un petit peu de la route. Donc même des gens comme ça ont tendance à le faire. Et en fait cette liberté que tu as de dire tiens je prends une route, et puis tiens il y a un chemin, je prends le chemin, puis je retourne sur une route, puis je prends le chemin, je fais ça, etc. C'est clair. Ça c'est un truc qui me parle. Et ça correspond à la manière de courir en plus. C'est-à-dire que moi je pars en courant dans la rue, là, je prends mes chaussures de route, et puis je vois un chemin, je monte le chemin, tu vois. Et puis des fois je me retrouve dans le bagadou, dans des trucs comme ça. C'est pas grave. Et puis des fois je cours pieds nus, des fois je cours en sandales. Bon, et je passerai à peu près partout. Et je me dis en vélo, je vais faire pareil. Et c'est ça qui est né en fait comme ça. J'ai juste eu un problème, c'est que j'avais aucun budget pour acheter un vélo. Parce que le vélo, ceux qui se plaignent d'une paire de baskets en disant une paire de baskets ça coûte 150 balles, 150 euros en Suisse. En Suisse, pour vous c'est rien, mais le cliché. Ça reste comme sûr. C'est pas hyper cher, mais ça reste quand même un certain montant. Voilà. C'est clair que si tu compares ça au prix d'un bike, peu importe que ce soit un vélo de route ou un gravel, c'est clair que c'est pas pareil, hein. Moi, tu vois, à un moment donné, je tournais dans tout. Alors, l'an dernier, j'ai commencé à reprendre mon fixie en me disant, je vais commencer à reprendre l'entraînement vélo. Et puis, quand j'aurai l'argent pour acheter le gravel, je vais prendre un gravel premier prix, puis, etc. Puis, l'an dernier, à Noël, j'ai eu une incroyable surprise. C'est que, une partie de ma communauté, en fait, a fait une cagnotte et m'a offert le vélo. Waouh! Et là, à Noël, tu vas te dire, waouh, attends. Et puis, tu sais, au début, j'ai pas la somme, mais puis quand j'ai vu la somme, je dis, mais c'est plus que le vélo, tu vois, c'est le vélo plus d'autres choses à côté, tu vois. Et j'ai dit, maintenant, écoute, t'es porté par tout le monde, donc faut y aller, quoi. Et donc, c'est clair. Je suis allé, j'ai fait mes petites études. J'ai dit, moi, vous me faites un chèque cadeau chez Decathlon, je vais chez Decathlon, je prends le vélo, et je vais vous montrer qu'on peut faire du vélo sans que ça nous coûte, sans que ça nous ruine. Alors, c'est sûr que quand les gens connaissent le prix du vélo, à 1 200 €, puis maintenant il est monté à 1 300, c'est pas si facile que ça, le premier achat. Et puis ceux qui disent, ouais, mais c'est pour des années, ouais, peut-être. Moi, je dis bien peut-être. Dessus, j'ai rajouté le compteur, les sacoches. Bien sûr, tu l'as équipé, quoi. Le budget, pour l'instant, il est en train d'augmenter, mais gentiment. Mais par contre, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que le compteur, j'ai pris un premier prix sur Amazon, je paye en 4 fois. La sacoche, je la prends sur Amazon, elle me coûte 3 fois moins cher que la super sacoche que j'aurais voulu d'Apidura, mais je pense qu'elle fait le même boulot, très clairement. J'ai pris les chaussures en solde, j'ai pris les pédales en solde, j'ai pris mon pantalon de course en solde et je me suis pas fait gaffe, que c'était un modèle femme. Et il est très confortable. Et je trouve, en plus, les gens me disent, mais c'est génial, t'as un pantalon avec des réflecteurs dessus et tout, avec du jaune et tout, t'as pris quel comme modèle? Et je dis, j'ai pris le modèle femme, là, tout.
Et en fait, je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Je me dis, mais pourquoi il est rose? En fait, mais je vois pas les la couleurs, différence. ça veut plus rien dire, quoi. C'est ça, les Non, couleurs. en fait, il est pas rose. Il est noir et jaune. Et c'est à l'intérieur, tu sais, la peau de chamois, là, la protection, elle est rose et marqué Woman dessus. Ah ouais. Bon, ça va, c'est l'intérieur. Personne ne voit rien. Mais quand je l'ai essayé, je l'ai trouvé confortable. Et je trouve qu'en fait, il est assez confortable, etc. Tu vois. Mais par contre, ça m'a permis de baisser mon budget. Et j'ai dit, en fait, que je vais, l'histoire du gravel, c'est de dire aussi, on est capable de faire un gravelman en inscription, ça coûte pas cher. L'inscription, tu vois, le gravelman complet, je crois que ça coûte 100 €. Le pas complet, ça va coûter 59 €. C'est pas très cher, tu vois, comparé à l'UTMB qui va te coûter des centaines d'euros, quoi. Ouais, c'est clair. L'idée, de la de dire, course, ça va. Voilà. Franchement, c'est de dire, on peut faire ça, ou tu vois, par rapport à du CrossFit où tu en as pour 100 € d'abonnement par mois. Ouais. Franchement, tu peux te dire, c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est clair. tu peux te lancer là-dedans. T'es pas obligé d'avoir. Et puis j'ai eu des gars qui m'ont dit, ouais, mais moi j'ai commencé avec un vélo d'occasion. Tu peux avoir des stratégies pour. Tu vois, j'étais en train de me demander est-ce que je peux pas transformer mon vélo, tu vois. Enfin. Ouais, bien sûr. C'est clair. Tu vois, plein de stratégies pour trouver ça, tu vois. Bon, l'idée c'est de dire aux gens, vous pouvez le faire. Moi, je peux le faire. Déjà, alors j'ai trouvé le moyen du budget, mais il y a plein de gens qui ont le budget pour s'acheter des vélos et tout, donc ça c'est un truc. Ceux qui n'ont pas de budget, on peut trouver des astuces. Et puis derrière, ça pose plein de questions. Et puis moi, je suis très couillon, je n'ai pas des réponses. Donc, est-ce qu'il faut mettre une chambre à air ou du tubeless? J'en sais rien. Ben, je pose des questions aux gens. Comment s'entraîner? J'en sais rien. Je pose des questions aux gens. Pourquoi j'arrive pas à toucher mes freins dans certaines positions? Et ben, c'est un problème de posture. Et l'autre jour, t'apprends comme ça. Bien sûr. Et l'autre jour, je posais des questions sur un invité, à Thomas, sur des postures, sur la position, etc. Mais des questions qui peuvent être bêtes pour plein de gens, tu vois. Mais où est-ce qu'il faut mettre les mains? Est-ce qu'il faut les mettre sur les cocottes, sur le cintre? Il commence à me parler de flair, il commence à me parler de trucs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Les mecs, ils me disent, moi, je vais voir mon marchand de vélo, tu vois, où j'ai acheté le vélo. Je voulais un maillon de rechange, tu sais, auquel je casse la chaîne. Un maillon interchangeable. Et il me dit, vous avez combien de plateaux sur votre cassette? De pignons sur votre cassette? Je dis, je sais pas, 8. Il me dit, vous avez quel vélo? C'est ça? Il me dit, vous êtes sûr? Je sais pas, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et puis il dit, des fois je croise la chaîne et tout, parce que je fais pas gaffe, je crois qu'il n'y en a pas assez. Il me dit, ouais, en fait, vous en avez 11. Ah bon? Et je dis, ça change quoi? Il me dit, bah, la largeur de la chaîne, quand même, il faut une chaîne plus puissante quand vous en avez 11. Bien sûr, ouais, c'est clair. Ah, bah, ouais, d'accord, bon, ok, je le note. Je le note, je le rappellerai, j'en parlerai un petit peu, il faut un capteur de cadence. Pourquoi il faut un capteur de cadence? Alors, tu vas commencer. Alors maintenant, je pose la question, mais est-ce qu'il faut un capteur de cadence? Comment je m'entraîne? Est-ce qu'il faut que je m'entraîne à monter comme ça, etc. Et donc, je suis en train d'apprendre. Et en fait, ce qui est grisant, c'est que au début, je faisais à peine rouler, je me disais, tiens, est-ce que je vais m'arrêter et tout? Et puis maintenant, des fois, quand j'ai des vents dans le dos, je roule à 50 à l'heure, je suis comme un gamin qui dit, je suis le roi du monde et tout, tu vois, c'est Forrest Gump qui a, tu sais, quand il court, Forrest Gump, là, que tout explose, là, ces trucs, là, quand il est poursuivi par un gamin, là. Ben, c'est un peu ça, en fait, tu sais, c'est, ping! Attends! Putain! Avant, je courais à 15 à l'heure maximum quand j'ai accéléré vraiment fort. Et ben maintenant, je roule à 50 à l'heure et je peux aller à 50 bornes, je peux revenir. Une sensation de planer. Et puis t'as trouvé, enfin, tu t'engages dans une nouvelle aventure que je me réjouis d'ailleurs de découvrir parce que c'est dans un mois ton gravel, c'est ça, le premier 120. Gravelman, ouais. Gravelman et puis la suite, donc pas la vraie, mais la finale, la finalité aura lieu. Moi, j'appelle la vraie. Le vrai Gravelman, ça sera en septembre. Voilà. Donc le vrai aura lieu en septembre. Tu comptes nous faire suivre donc de toute manière ces aventures-là via le podcast Kilomètre 350, j'imagine. Mais est-ce que tu as prévu quelque chose à l'échéance, plus ou moins ou... En fait, alors sur Kilomètre 42 l'an dernier, j'ai fait 24 heures l'an dernier. Parce qu'après ce qui s'est passé après comment s'appelle mon marathon, c'est que finalement pendant 2 ans j'ai pas fait de course, tu vois, j'ai rien fait. Et bon, il y a eu le confinement, j'avais préparé le marathon d'Albi pour 2020 et puis il y a eu le confinement, donc au bout de 6 semaines plus de préparation, je voulais pas tourner dans le jardin et puis après en 2021 j'étais opéré, une opération du genou notamment, une vasectomie puis une opération du genou. Et puis en 3 semaines, en 15 jours, les mêmes infirmières m'ont dit 2 fois, je me dis
On s'est loupé. Je suis venu reprendre la discussion de l'autre jour. L'autre jour, vous m'avez endormi. Alors, je dis, il y a juste un truc, c'est que vous trompez pas. Ce coup-là, c'est les coucougnettes, là, c'est réglé. Maintenant, c'est le genou. Vous me réparez le genou. Mais c'était drôle, c'était les mêmes infirmières. Et puis alors là, t'as plus aucune crainte parce que de toute façon elles ont tout vu, donc de toute façon tu t'en fous. C'est clair. Et d'ailleurs, il y a une anecdote très drôle. Je sais pas si tu la veux sur l'opération, enfin après l'opération. Je sais pas si tu la veux, tu me diras. Tu la veux ou tu la veux pas? Vas-y, bien sûr. Ouais. Si jamais il y a juste 2 minutes et des poussières, donc je sais pas combien de temps elle minutes en fait. J'étais en salle de réveil, tu sais, j'avais une opération, moi j'ai fait des opérations en local. Je veux pas être endormi en fait. Et pour la vasectomie comme pour le genou. Alors pour la vasectomie, ça m'a permis de voir que toutes les petites internes venaient voir ce que c'était l'opération de vasectomie. Et pour l'opération, et après en salle de réveil pour le genou, j'étais dans une salle où il y avait toutes les petites vieux et petites mémères qui ont été opérées des hanches et des genoux, tu sais, qui ont eu des prothèses, qui a une opération en local, en général, et qui en fait se réveillaient totalement dans le coltard, mais qui une demi-heure après repartaient dans leur chambre. Et moi j'ai passé 6 heures en salle de réveil. Parce que en fait, l'anesthésie était tellement forte que ma jambe, ça bougeait pas de mes pieds. C'est comme comme pour les femmes les péridurales. Ouais. Et j'avais une machine qui faisait bip 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 bip, tu sais, pour surveiller mon rythme cardiaque. Et l'infirmière en avait marre. Elle me dit elle arrête pas de biper votre machine. Qu'est-ce qui se passe? Elle revient voir. Elle me dit bah non, elle marche bien. Première fois, deuxième fois, elle me dit je crois qu'on a peut-être l'alerte, on va modifier un petit peu. Elle continue à biper. Et au bout d'un moment, elle revient, elle me dit vous faites du sport? Je dis oui. Elle me dit, la machine, elle est réglée pour les petits vieux. Elle me dit, les petits vieux, quand ils ont une tension, un rythme cardiaque aussi bas, on a peur pour eux. Elle me dit, mais là, vous êtes, et le fameux 48, tu vois, elle me dit, franchement, si vous descendez pas en dessous de ces 45, je veux pas que ça bipe. Et effectivement, après, ça n'a pas bipé. Et heureusement, parce que j'ai passé 6 heures. Et c'est pour qui montrait, tu vois, qu'elle aussi, elle a eu le truc en disant, ah ouais, sportif, le rythme cardiaque bas, etc. et tout. Ouais, c'est clair. Et tu vois, ça corrobore aussi. Et puis, je pense que c'est un truc de longévité parce que notre cœur, j'avais vu un truc qui disait que on a un certain nombre de battements maximum que notre cœur peut faire, tu vois. Et que, plus ton cœur bat doucement, et finalement, tu vis plus longtemps. On arrive gentiment au terme de cet épisode, Bertrand. Il y aurait de quoi écrire un certain nombre de livres, en fait, sur ta vie. T'as commencé, donc continue, hein. Continue. J'ai essayé de slalomer un peu pour essayer de récolter un maximum d'informations. En tout cas, j'ai vraiment adoré ces échanges-là. Je verrai plus jamais ton Insta de la même manière. Les prochaines échanges que tu prépares, donc dans un mois, t'as ton petit gravel, comme tu l'as dit, donc 120 kills. C'est quand même pas négligeable. Et puis, c'est 120 km trace gravel. Il faut savoir que le gravelman, une trace route, une trace gravel. Et donc moi j'appelle ça le half. Je sais pas s'il appelle half ou pas lui, mais donc c'est un half gravelman avec du dénivelé parce que j'ai 4000 de dénivelé, je crois quand même. Ouais. C'est en Auvergne, c'est pas plat, c'est dans la partie la plus pentue en plus. Donc, donc ça va, mais au moins c'est pas trop loin de la maison, quoi. Même si je m'en suis un peu éloigné en déménageant, tu vois, je me suis rajouté 50 bornes de distance. Ouais, mais en fait, je pensais même y aller en vélo en fait au départ. La veille, y aller en vélo, et puis dormir là-bas, puis faire le gravelman, et puis rentrer le surlendemain en vélo. Ouais. Voilà, c'était un petit peu mon histoire, tu vois. Ça me fera un truc sympa. Et le 350, il aura lieu où? Alors le 350, je suis pas encore inscrit, mais ce que je vais faire, c'est que je voudrais faire le Paris-Deauville, la trace gravel Paris-Deauville 350. Oui. Qui est début septembre, qui est alors déjà ce que je voudrais voir c'est le 120 comment ça va se passer, je vais en tirer un petit peu des conclusions sur des enseignements sur le matériel, sur le temps de selle, sur ma préparation. Derrière en fait je vais faire un petit coucou à l'ami Hermano qui lui tu vois le 13 mai je fais un gros coucou quand même. Le 13 mai, moi je pars, donc je fais gravelman sur une journée, et lui il part pour traverser la France en courant et en nageant. Wow. C'est son défi Agrippa, donc cherchez Agrippa Hermano ou agrippa.me. Et vous allez voir ça, en fait il part de Dunkerque, il arrivera jusqu'à Cannes je crois. Donc l'idée c'est de courir et puis quand il y a des piscines ou des étangs ou des trucs comme ça, je peux nager par endroits, tu vois. Grosso modo, et c'est avec lui que j'avais fait mon swimrun. Et j'ai dit qu'en fait, il passait à 200 km de la maison et que ça ferait un bon entraînement d'aller le voir en aventure bikepacking.
c'est-à-dire partir sur un jour, faire une journée avec lui complète, et puis le troisième jour repartir. Ouais. Alors le fait que j'ai déménagé, je me suis enlevé quand même 50 bornes de route pour aller le voir. Donc je me suis un peu rapproché, tu vois, c'est cool, et ça me permettra, tu vois, c'est une échéance qui va me permettre de préparer, alors déjà de passer sur du bikepacking avec peut-être du camping, etc., tu vois, pendant 2-3 jours. Et ça, c'est un truc qui me tente. Et là, on parle d'aventure, tu vois. Ça, c'est un truc qui me fait un peu kiffer, et qui me permettra de préparer la distance gravel, en fait, full gravelman. Après, pendant l'été, ça sera gravelman, tu vois, il y aura pas de course, il y aura pas de truc. Je dis pas qu'il peut pas y arriver à voir un truc parce qu'il y a le Tour de France qui passe à côté de la maison, qui passe à Vichy, qui passe là où j'habitais avant. On a 3 étapes dans la région, dont une journée de repos. Il y a la montée du Puy-de-Dôme qui n'avait pas été faite depuis. J'ai vu la dernière montée du Puy-de-Dôme. J'étais gamin. C'était à l'époque de Hinault et Jeannie Longo, donc dans les années 80. Ah, ça va être la fête. Donc là, ça va être un gros truc. Je me dis, il faut quand même aller voir ça, tu vois. C'est vraiment un truc intéressant. Donc tout ça, l'un dans l'autre, je sais pas trop comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'après, sur début septembre, donc c'est 2, 3, 4, je crois, ou c'est juste avant la rentrée scolaire en France. Ça sera Paris-Deauville, et voilà, c'est vraiment l'échéance qui me. Je suis pas grande échéance de l'année. Dans ma tête, j'y suis, tu vois. Dans ma tête, j'y vois, je sais que, tu vois, autant je t'ai dit, le marathon, je pensais que je le finirais pas, que ce serait trop dur et tout. Autant là, la préparation mentale, parce que peut-être, je sais pas si je te l'ai dit, mais je suis certifié en préparation mentale, je suis certifié en nutrition maintenant. En cours de certification nutrition et certifié en préparation mentale. Pour dire quand même, le changement de vie, tu vois, en 4 ans était important. Et mentalement, je me dis, je sais que je vais le faire. Je sais pas comment, mais je sais que je vais le faire. Et ça, c'est génial. Ah, c'est vraiment génial. Et ça, c'est un truc important. Ouais. Et comment est-ce qu'on va pouvoir suivre tes aventures, tes nombreuses aventures jusqu'à la fin de l'année? Ce que j'avais fait sur le 24 heures, j'avais fait un truc. D'habitude, ce que je fais toujours, c'est que je fais dans kilomètre 42, notamment, je l'expliquais en fait. Je disais, je fais telle course, comment je la prépare, je fais des foires aux questions régulières avec des épisodes, et puis ensuite je fais un bilan avec un bilan perso et puis un bilan FAQ. Donc j'avais fait ça sur le 496 challenge l'an dernier, sur le mois de janvier, et puis j'ai fait ça sur le 24 heures. J'ai rajouté une petite subtilité, un petit truc très amusant, c'est qu'en fait j'ai pris mon micro sur mon iPhone et j'ai enregistré pendant toute la course. J'ai enregistré sur 24 heures, j'ai fait 2 heures de donc mon 24 heures, j'ai couru donc 24 heures comme principe, j'ai fait 136 bornes et 2 heures de podcast. Voilà, à peu près. Donc j'ai le coup de feu de départ, j'ai les discussions avec d'autres personnes, Fabrice, etc. J'ai le massage avec monsieur Récup que j'avais dans le podcast une fois. Et là, il me fait un massage en pleine nuit. Et en fait, j'ai enregistré tout le massage en audio. Donc, on m'entend hurler sur le truc, il appuie sur les contractures. Il dit, ah, tu me suis fou. Et puis, ça me fait rigoler tellement, mais j'ai mal et tout, mais ça m'en fait rigoler. Et donc, ça, je l'avais enregistré. Et j'ai enregistré aussi, j'ai rencontré un monsieur qui a 80 ans, qui a couru 3 quarts d'heure avec moi, qui m'a raconté sa vie. Et je me suis dit, mais c'est un cadeau du ciel, quoi, qui vient me voir moi. Puis, il m'a raconté, en fait, tout ce que je vis, d'être habillard galopant, en fait, il m'a montré que c'était possible, et il m'a montré le chemin. Et en fait, j'ai adoré cet épisode-là. J'ai vraiment adoré ça. Et l'idée, c'est de le faire sur le gravelman. Steven Yarrick, tu vois, je voulais l'avoir en invité. J'ai dit que je l'aurais pas en invité tant que j'aurais pas fait le gravelman complet. C'est-à-dire que mon idée dans ma tête, c'est de me dire, à l'arrivée du 350, tu poses ton micro sur la table, tu dis, hey Steven, on peut discuter de ta course avec ton organisme, pourquoi tu fais ça, etc. Je peux faire un bilan avec toi. Tu vois, ça serait mon truc. Mais ça, c'est une fois que le 350 est fait. Par contre, sur le 120 et sur le 350, ce que je voudrais faire, c'est partir avec un micro, avec l'enregistrement, et faire comme j'avais fait, c'est-à-dire un petit point toutes les heures, etc. Parce que sur 24 heures, j'ai raconté des trucs. Je dis, tu vois, sur le truc, je suis classé à un moment donné, je suis classé 4e de ma catégorie. Je suis en train de faire des calculs sur le fait que si je fais ça, je vais passer 3e et tout, mais ça dépend pas de moi, tu vois, ça dépend de moi. Bien sûr. Et je me rappelle ma préparation mentale en disant, mais non, faut parler de ça, faut faire ça, faut faire ce truc. Tu vois, tout ça, là. Et toutes ces idées-là qui viennent, et puis dans la nuit, tu sais, où
où je dis putain, le 100e kilomètre, il arrive pas. Et puis en fait, après, je danse au 100e, alors en fait, ma montre calculait 100, mais le chronométrage officiel était à 107. Tu vois, donc... Et je voulais voir le 100 sur ma montre, tu vois, c'était important. Ouais, bien sûr. Et donc, tout ça, je le raconte. Et je me dis, en fait, il n'y a que la première fois que tu peux vraiment le raconter comme ça. Donc, je pense qu'en fait, sur le Gravelman, alors peut-être sur le half, et puis sur le Gravelman full aussi, ce sera le but du jeu. Alors, il faut prendre des batteries complémentaires, tu vois, il y a, techniquement, ça apporte un peu de merdouille. Bien sûr. L'idée, en fait, c'est de faire ça, en fait. Et d'ailleurs, le premier épisode de Kilomètre 350, ce qui était drôle, c'est que le premier vrai épisode, je suis allé chercher mon vélo en courant. Et je suis rentré en vélo et j'ai mon micro cravate. Et en fait, j'ai fait le premier épisode en roulant. C'est-à-dire que les premiers 10 km que je fais sur ce vélo-là, je les ai podcastés en fait. Et donc, il n'y a pas de raison que je ne podcast pas le reste. Voilà, c'est clair. Donc, je me réjouis suivre en tout cas de découvrir. Comment je vais raconter tout ça? Eh ben, écoute, c'est pour ceux qui sont intéressés par la course à pied, KM42, mais KM42. Pour ceux qui sont intéressés par le sport et la nutrition au global, et tous les sports et toute la nutrition, mais la plus naturelle possible, c'est un podcast qui s'appelle Sport Nutrition. Oui. Alors, Sport Nutrition, c'est tous les 15 jours. Kilomètre 42, c'est 3 épisodes par semaine. L'épisode d'inspiration du mercredi, où je suis soit tout seul, soit avec un invité en inspiration, un peu comme on a fait. Le conseil du samedi, et le lundi, c'est la minute perf avec Laure, qui est ma coéquipière de jeu sur ce truc-là, qui apporte une dimension scientifique, entraînement, etc. On discute de plein de sujets super intéressants. Donc ça, c'est Kilomètre 42. Et puis le petit dernier, c'est KM350, qui est sur l'aventure purement vélo, avec où je documente en fait ce que je fais, je raconte. J'ai des épisodes solo, j'ai des épisodes avec des invités, donc je vais chercher des invités. J'ai notamment commencé avec des femmes, parce que je pense que dans le vélo, ça manque de femmes, ou en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui... J'ai appris, par exemple, qu'on n'apprenait pas aux petites filles à faire du vélo, moins qu'aux petits garçons, et que ça explique aussi que les petites filles, qu'il y a moins de femmes qui font du vélo, qu'elles s'y mettent plus tard, que c'est plus compliqué pour elles, etc. Effectivement, c'est clair. Et donc ça, tu vois, c'est un sujet qui est super important. Sur Sport Nutrition, par exemple, on a beaucoup, et Kilomètre 42, on a beaucoup parlé aussi de l'épuisement, du surentraînement, et avec plein d'invités types, avec des gens qui en ont souffert. Un homme qui a souffert du syndrome REDES, là, de surépuisement, tu vois, qui a l'air de s'en sortir, qui participe à une très grande course là, ce soir, qui est classique dans le truc UTMB, tu vois, et tout. Donc je sais pas où il en est, j'espère pour lui qu'il s'est bien passé, tu vois, je croise les doigts pour lui. J'en avais parlé avec des gens, tu vois, on aborde plein de sujets, en fait, tu vois. Le dernier sujet, c'est le business des protéines sur Sport Nutrition. C'est pourquoi est-ce que quand tu achètes un produit, tu peux acheter des chips protéinés, mais ça va te coûter 4 fois plus cher que des chips. En fait, les protéines, elles sont ultra transformées, c'est clair, tu vois. Donc tous ces sujets-là, en fait, tu vois, je pense que ce que tu as compris, c'est que je suis pas comme un coach classique, tu vois. Moi, j'ai une vision très holistique, avec une vision très très large de plein de trucs, tu vois. Oui. Et en fait, c'est vraiment le développement personnel par la course à pied, développement personnel par tous les aspects, tu vois, et comment tu développes personnellement. Et ça, en fait, ça se complète avec mon compte Instagram, Bertrand Soulier. Oui. Après, vous cherchez Bertrand Soulier partout, vous allez le trouver. Hein. Non, mais pas de souci. De toute manière, je mettrai les liens, en fait, vers les podcasts et puis ton compte Insta. C'est juste qu'il y a un mec qui chante, et que c'est pas moi, le mec qui chante. Voilà. C'est juste qu'il faut le savoir, c'est pas moi, le mec qui chante. C'est pas toi le chanteur. Tu me trouves sur Twitter, tu me trouves sur LinkedIn, il y a une chaîne YouTube. Et puis ceux qui veulent aller vraiment, vraiment, vraiment plus loin, il y a le Hamsters Running Club, qui est la communauté autour du podcast, et qui est là, c'est une communauté privée, qui est pas sur Facebook, hein, elle est ailleurs. Seuls ceux qui savent. C'est comme le Fight Club, hein, l'histoire. Hein, tout ce qui est dedans reste dedans. Mais en fait, tu sais, c'est que sur les groupes Facebook, tu as plein de gens qui courent un marathon, qui vont sur un groupe Facebook, genre KM42, 195, et je sais pas quoi. Ils disent, j'ai couru un marathon en 5 heures, et les gens disent, ah, mais t'as pas couru un marathon, t'as couru en 5 heures, c'est nul, etc. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et là, tu sais, moi, j'ai envie de dire, bien sûr. Tu sors la boîte à baf et t'as envie de dire, mais... Et j'ai fait un post un jour sur Insta, je dis, grande nouvelle, le premier du marathon de Paris et le dernier ont couru exactement la même distance de 42,195 km. Et c'est un scoop, vous allez le découvrir aujourd'hui, ça me gonfle terriblement, parce que quelqu'un qui court un marathon 6 heures, il a dû gérer des choses que ne gèrent pas les mecs qui courent vite. Tu sais, ça je le dis tout le temps, parce que
j'ai interviewé plein de champions, j'ai interviewé des mecs qui ont été médaillés aux championnats du monde, des champions du monde, etc. Et en course à pied, il y a quand même des gars qui m'ont dit, mais je lui dis, mais comment tu fais pour t'alimenter sur un semi-marathon? Il me dit, mais je m'alimente pas moi sur un semi-marathon. Je dis, attends. Bah oui. Ah bah oui, tu cours en 1h02. Ouais. D'accord. Alors attends. Bon, ok. On reprend la question. Bien sûr. Ouais, effectivement. Et tu sais, ça m'a rappelé. J'avais vu le documentaire sur Netflix sur Kipchoge quand il veut battre la première fois le record du marathon en moins de 2 heures. Oui. Il avait avec lui le champion du monde du semi-marathon. Et le champion du monde du semi-marathon, n'est pas capable de courir un marathon dans des bonnes conditions parce qu'il sait pas s'alimenter. Et que le défi des mecs qui courent à 20 km/h, c'est qu'il faut qu'ils gèrent quelque chose qu'ils ne savent pas faire, c'est s'alimenter en courant et tout. Ouais, ils n'ont pas l'habitude de le faire. Ils n'ont pas l'habitude du tout. Ouais. Et sauf que quelqu'un qui court le marathon en 6 heures, lui, il doit gérer 6 heures d'effort. Ouais. Il doit gérer l'alimentation, la pause, tout. Ouais, la pause, les toilettes. Bien sûr. Tu passes pas 6 heures pareil. Et puis, t'as pas un mec qui tend le bidon, tu vois, t'as pas de... Non, c'est ça. Et tu dois faire ta propre course. Voilà, et donc, génial. Je dis, les mecs qui courent en 6 heures, ils ont un mérite qui est vraiment énormissime. Et je déteste les gens qui disent que quelqu'un qui court un marathon en 6 heures n'est pas marathonien. Parce que c'est un marathon, c'est une distance. Tu peux la faire en 8 heures. Tu l'auras faite quand même. Tu peux la faire en 2 heures, en 8 heures, tu feras la distance. Un 24 heures, c'est 24 heures et la distance la plus longue à 24 heures. Et d'autres courses, c'est 170 km et c'est le premier qui fait 170 km. C'est pas la même course, faut pas se planter de trucs. Il faut juste ça. Et donc, comme je déteste les groupes Facebook où il y a tout le monde vient comme ça, j'ai créé une communauté où en fait, moi j'appelle ça, tu sais, c'est la caverne. Et dans la caverne, tu as un joli petit feu. On se met au coin du feu, on discute. Et en fait, je te protège. Le but du jeu de la communauté, et moi en tant que leader de communauté, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais en tant que pas chef, tu vois, mais en tant que c'est de dire, s'il y a quelqu'un qui vient nous emmerder là-dessus, c'est moi qui sors la boîte à gifles et je peux virer n'importe qui. À tout moment, je peux jeter n'importe qui, etc. Et tu sais, un jour j'ai fait un épisode parce que quelqu'un m'a critiqué, puis la même personne a critiqué l'ami Hermano aussi, parce qu'il disant ouais, lui il a du ventre, toi t'es connu alors que tu cours comme lentement, etc. Et j'ai fait un épisode en disant non mais les mecs de club et tout qui courent comme ça, ça nous suffit, arrêtez. Genre, dégagez, on veut pas vous entendre dans notre monde à nous. Non, tu vois, ça c'est un truc important. Ouais, bien sûr. Ouais, laissez-nous vivre, laissez-nous vivre notre vie et vivez la vôtre, et puis tout le monde se porte. Ouais, tu connais la chanson Laissez-moi chanter là, tu sais, de Dalida. Et ben c'est ça, c'est Laissez-moi courir en liberté, la. Tu sais, des fois, je cours sur mes chemins, je me la chante dans la tête et je me dis c'est ça en fait. Elle avait tout compris, Dalida. C'est au lieu de Laissez-moi chanter, c'est Laissez-moi courir comme je veux en liberté. Et ma fille, tu sais, elle dit un truc, elle chante la comment ça s'appelle, la Reine des Neiges, tu sais, délivrer, alors elle dit délivrer. Mais je regarde, elle dit délivrer et laissez-moi manger comme je veux, je sais pas quoi, elle a changé les paroles. Elle me dit c'est bien ça les paroles. Je dis non Camille, c'est pas ça les paroles. Je dis mais si c'est ça qui te fait plaisir, fais ça. Et tu vois, dans la course à pied, c'est exactement ça. C'est moi je donne des conseils, je partage mon expérience, je documente ce que je fais. Je lis beaucoup de bouquins, tu vois, là, dans mon déménagement, j'ai 5 cartons de bouquins de course à pied, de préparation mentale, de nutrition pour les sportifs, etc. Je fais du coaching aussi, de l'accompagnement plus ou moins proche, tu vois, avec des gens que j'ai toutes les semaines pour discuter avec eux, d'autres gens que j'ai par WhatsApp en permanence, et pas que des coureurs, je pense à Justine qui fait du cheval, d'endurance, quelqu'un qui fait pas de course, tu vois, plein de trucs comme ça. J'ai arrêté, je fais du coaching en podcast aussi, mais je fais beaucoup moins de coaching en création de contenu, etc. pour me concentrer sur le sport, me concentrer là-dessus. Et ce que je veux dire aux gens, c'est si vous avez envie de le faire, ben juste faites-le quoi. C'est une fois que vous avez l'étincelle. C'est un très beau mot de la fin. Génial. Voilà, faites-le. Si vous avez l'étincelle, c'est en fait le plus important, c'est d'avoir l'étincelle. Une fois que tu as l'étincelle pour faire un truc, en face, on va mettre les moyens pour que tu arrives à le faire. Et si tu as besoin de mon aide, je suis là pour t'aider. Et je le dis, le premier mail que j'ai fait de l'année à mes abonnés, je leur dis, vous pouvez être sûr d'un truc, c'est que cette année, je vous lâche pas. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Mes activités vont changer, ma vie change, tu vois, je
je suis en train de divorcer, changer de ville, change de sport, et je cours depuis 629 jours, tous les jours, donc je change pas de sport, je cours tous les jours. Je cours 70 bornes par semaine et je roule 140 bornes par semaine, tu vois, certaines semaines, ça serait l'idéal. Donc ça veut dire que ça fait 13 à 14 heures de sport par semaine, à peu près, dans ma vie. Mais si toi t'arrives et que tu me dis, moi j'ai le temps que de courir 3 heures, je dis, bah écoute, on va te faire un plan. Et puis, une de mes formations que j'ai faites en ligne aussi, c'est de dire, bah écoute, tu veux commencer à courir? Bah marche. Et puis petit à petit, on va rajouter de la course. Marche. Et puis cours. Y aller progressivement, effectivement, jusqu'à ce qu'on y arrive. Et puis dans 2 mois, tu vas courir 1 heure. Et quand tu auras pris le truc, et bah tu iras jusqu'au bout et tu feras ce que tu veux. Bravo. Bah merci en tout cas, Bertrand, pour ces mots extrêmement sages. Je crois que je vais venir faire une petite aventure en Auvergne, histoire que tu me parles de toutes ces vies. Mais en tout cas, je te remercie infiniment pour le temps consacré. Écoute, merci à toi. T'as des cartons. Ouais. Je vais te dire un truc essentiel, c'est pas le carton, c'est le fait que mon lit soit fait. Voilà. Là, je vois mon lit. Oui. Et je peux te c'est dire le moment. Plonger dedans. Au début, je vais te raconter une histoire, c'est que au début, j'avais prévu quand on enregistre le podcast, je voulais le faire en marchant. Parce que j'avais prévu d'aller marcher ce soir dans les rues et tout. Et en fait, il pleut plein temps. Donc c'est pour ça que j'enregistre avec mon micro de podcast et tout, tu vas brancher sur le téléphone. Et mais sinon, on aurait fait en marchant. Et vu le temps qu'on a passé, ça veut dire que j'aurais bien marché 12-13 bornes, tu vois. C'est ça. Tu m'as économisé mes jambes. Et demain matin, en fait, j'ai une sortie vélo, une sortie course qui sont prévues. Dans la préparation Gravelman, j'ai besoin de faire une sortie vélo de 50 à 60 bornes de plus, tu vois, pour cumuler en fait la distance sur 2 jours. Et mais sinon, j'aurais bien cumulé un peu de marche, tu vois. Mais là, il pleut plein temps et c'est un temps de. C'est parfait en plus. Moi, comme ça, je vais te laisser aller te reposer. Je vais aller faire de même parce que mes petits enfants vont certainement bientôt se lever pour la première fois. Donc, on va reprendre les bonnes aventures. Mais encore merci infiniment pour le temps consacré. Et puis, je me réjouis pour la suite. Merci beaucoup. Porte-toi bien, Bertrand. Quand tu passes en Auvergne, n'hésite pas. Avec grand plaisir. Bon vent, Bertrand. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez suivre mes aventures sur mon compte Instagram, SuperHugoCH. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao.